Entendez-vous le chica chica boom chi, partout le chica chica boom chi. Parce que moi, j'entends rien du tout. Bienvenue à un autre épisode de Dress with Tape. La bonne humeur est contagieuse, les meurtres nombreux. Comment allez-vous, hein? Comment ça se passe? Oui, non, je vous entends. Allez-y, j'ai mis des petits micros dans vos maisons, genre d'affaires illégales, là, que j'ai acheté en Corée. Alors, cette semaine, nous récidivons en vous faisant, je l'espère, découvrir d'autres personnes avec des histoires et des parcours vraiment intéressants qui nous en apprennent sur des trucs qui sont reliés à l'univers du hockey. Et cette semaine, je dirais même hockey sur luge, même récemment changé pour para-hockey en termes d'appellation. Et ils vont nous l'expliquer. Ce sont Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand qui font partie ou qui ont fait partie des équipes nationales et ou québécoises en termes de hockey luge et ou para-hockey. Merci d'être à l'écoute. Merci d'écouter le podcast. Ça me touche incessamment. C'est ça. J'essaie de l'utiliser le moins bien possible. Puis ça, c'est quelque chose, je pense que j'ai réussi à date. Puis j'étais quand même assez fier de ça. Comme le mot incessamment, là, je parlais. Non, mais sincèrement, merci d'être à l'écoute de Dress with Tape. Ça me touche. On m'envoie les chiffres là, récemment et je peine à y croire. Le fanbase que vous êtes, loyaux et vraiment des gens curieux et assoiffés de bons podcasts. Donc, merci sincèrement d'être à l'écoute, ça me touche. Je pense que ça fait 10 fois, je le dis dans les 4 dernières secondes, mais garde, ça me touche partout. Donc, merci énormément, Calice. Et voilà. Donc, je vais même aller plus loin. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui non seulement nous permettent de garder ce projet de cœur, de passion en vie, mais qui assure sa pérennité. Et je parle ici de nos membres patrons. Merci énormément. Ça fait toute la différence du monde. Vous n'avez aucune idée. C'est à cause de vous qu'on peut continuer de faire le podcast. Et ça sans se mettre une scène dans les poches, mais juste de s'assurer que le podcast continue d'exister et qui vous amène des épisodes avec des invités que j'ose espérer vous adorez. Donc, tout ça se passe évidemment. Si vous voulez participer, vous voulez être de ces gens qui font que Dress with Tape se tient debout, mais c'est facile, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de mauvais moments ou de mauvais montants. Il y a différents packages. Vous prenez celui qui vous convient, celui auquel vous vous identifiez. Vous pouvez même le faire d'une shot. Ça vous tente de payer pour l'année d'une shot. C'est un rabais de 5%. Tu te dis, regarde, moi, ça me fait plaisir. Ça me coûte moins cher qu'une pizza que je m'achète un soir pour que le podcast dure toute l'année. Eh bien, patreon.com/Dress with Tape et le rêve devient réalité. Donc, ce genre de phrase là, de pub des années 90 que j'essayais de plugger. Ça aussi, c'est fait. Donc, merci énormément aux membres Patreon qui sont là et aux futurs. Si vous écoutez ceci et vous êtes en voie de l'être, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Je deviens émotif. Je veux pas commencer. Je vais pleurer. Puis le podcast commence. C'est pas le temps. Bon. Alors, Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand, ce qui est cool, c'est que la manière que ça a commencé, c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, le hockey luge, et c'est Raphaël qui m'a écrit. Je pense que c'était sur... je pense qu'il m'avait écrit sur les différents médias sociaux de Dress with Tape. Je pense que c'était par Instagram. Donc, et ça s'est booké. Je suis très content. Et je le dis parce que si vous écoutez ceci et que vous avez... Que ce soit vous-même, ou vous connaissez quelqu'un, ou vous avez des invités que vous dites « Hey, il faut absolument que vous le recevez. Je peux même vous mettre en contact. » Vous avez des fois des gens que vous connaissez dans votre ville, village, peu importe. Écrivez-nous. Ça nous fait plaisir que ce soit sur Instagram, Facebook... j'allais dire Twitter, mais on est plus vraiment actif sur Twitter parce qu'on est juste plus en 2011, mais ça c'est personnel. Donc, écrivez-nous Facebook, Instagram ou encore mieux, la messagerie Patreon dans laquelle, en tout cas, à date, je pense 99,9% du temps, j'ai répondu moi-même. Alors, c'est sûr, étant Patreon, c'est un petit accès un petit peu plus rapide. Donc, je sens que j'ai un rot qui s'en vient, mais je vais essayer de le contenir. Si vous entendez dégueuler, c'est moi, je suis encore là, prêt au combat. Les boys, les chums, c'est fait pour ça. On est trop Je pense que j'ai vu cette semaine dans une SAQ le producteur des boys, Richard Goudreau, qui était passé au podcast l'année passée, avec le masque, tout ça. C'était délicat. J'ai dit, j'ose-tu pas. J'ai posé. Dérange pas quelqu'un qui achète un Beaujolais. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est en banque depuis un bon moment.
Mais avec les circonstances inhabituelles puis tout ça, je me suis dit, je veux vraiment attendre le bon moment. Et on approche à peu près, on est autour là, du moment de l'année où on parle beaucoup des Olympiques de l'année prochaine. Il y a beaucoup de mock rosters qui sont sortis de Team Canada. D'ailleurs, j'ai hâte que vous veniez poster les vôtres dans le groupe Je dors avec un casque. Je vous fais question qu'on se compare, pas ce que vous pensez, mais qu'on compare, en fond, nos rosters. À date, on fait déjà l'exercice avec les copains, donc voir qui vous avez sur l'équipe canadienne. Et bien, justement, c'est dans 1 an. Et donc, je me dis, oh, quel bon moment pour, pendant qu'on s'échauffe l'esprit olympique, de parler justement d'un sport olympique qui est le hockey-luge, par hockey, que j'adore regarder. Et on a des sales joueurs canadiens et également aussi l'équipe américaine est très forte. Donc, c'est la parfaite mise en contexte, c'est votre parfaite initiation au hockey-luge aujourd'hui. Donc, voilà, je les ai rencontrés le 27 octobre 2019. Donc, déjà, ça fait un moment. Peut-être avait-il perdu espoir que l'épisode soit diffusé, mais c'est mal me connaître, Robert. Donc voilà, le voilà. Les voilà. Et je ne parle pas de Grugeot et d'Elica. C'est une référence très nichée, très vieille, mais c'est pas grave, on passe par-dessus. Les voici. Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand. Drette sur le tape avec David Bocage. Très content d'être ici en un dimanche matin pluvieux, mais dimanche après-midi en fait, mais matin pour un humoriste, en tout cas bref, avec Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci d'être ici, une fin de semaine. Parking catastrophique, la pluie, vous êtes là. Merci pour tout. Je ne pourrai jamais vous remettre ça. Bon. Je voulais qu'on vous présente quand même parce que je sais que peut-être certains ne vous connaissent pas encore. Raphaël, peut-être que je devrais vous laisser vous présenter parce que peut-être que vous êtes mieux placé pour vous présenter. Je sais parce que l'équipe canadienne, l'équipe masculine, l'équipe tout ça. Donc, je veux pas me tromper. Donc, présente-nous et puis rappelle-nous ton âge parce que les gens n'ont pas le visuel, mais... Okay. C'est parce que c'est encore plus impressionnant, sachant. Fait que vas-y, je te laisse. OK. Ben, je m'appelle Raphaël Tousignan, j'ai 17 ans. Je suis membre de l'équipe nationale féminine de hockey-luge, mais je suis aussi membre de l'équipe nationale masculine développement depuis l'année passée. Puis, je suis sur l'équipe provinciale masculine aussi. Juste ça. Bon, parfait. Et on a aussi Benoît aussi avec nous. Benoît Saint-Amand, moi je vous dirais pas mon âge parce que je vais vieillir, mais non, 41 ans, j'ai été gardien de but sur l'équipe nationale de hockey sur luge, ou maintenant connu sous le nom de para-hockey. Oui. Depuis, j'ai fait ça pendant 10 ans, là, de 2004 à 2014, après les Paralympiques de Sochi. Au passage, une médaille d'or à Turin. Médaille d'or à Turin, 4e place à Vancouver, crève-cœur un peu, mais puis on finissait ça avec une médaille de bronze à Sochi en 2014. Puis deux fois médaillé d'or, pas 2 fois champion du monde, excuse. Oui, 2 fois champion du monde, première fois à Boston en 2008, deuxième fois en Corée en 2013, et puis 2 autres médailles de bronze de championnat du monde. Donc ça a été vraiment une carrière de 10 ans très bien remplie, très, très, très intéressante. Oui, en plus, comme gardien de but, une position assez spéciale, là, tu sais. Particulière. Ouais, exactement. Surtout dans par hockey, tu fais comme, c'est quoi tes c'est comme tellement un autre game, en tout cas. Mais est-ce que vous connaissiez, vous deux? Ouais. Vous connaissiez déjà un peu? Non, oui. Oui, ça fait quelques années là, qu'on se côtoie avec le hockey sur luge du côté de Montréal. Donc, c'est un petit milieu, là, c'est ça. On dit-tu par hockey ou hockey sur luge? C'est quoi? Les deux, là. Les deux? Moi, j'aime mieux hockey sur luge. Ouais, je trouve, moi aussi. C'est parce que tu viens d'une époque où c'était ça le terme, parce que je suis habitué de dire ça. Ben, écoute, moi, j'ai pris l'habitude de toujours dire hockey sur luge, puis c'est le terme que les gens ont connu à travers le sport. Ouais. Puis c'est un peu ça qui me faisait peur quand ils ont décidé de changer le titre de hockey sur luge à para-hockey. J'avais peur que le sport soit moins connu, mais c'est ça. J'ai connu Raph à travers le hockey sur luge à Montréal. Je l'ai vu à ses premiers coups de bâton. Parce qu'on peut pas vraiment dire coup de patin, mais puis de voir là, jusqu'à où elle a grandi à travers les années, là, c'est vraiment intéressant de voir ça. Là. Ouais. Toi, est-ce que tu regardais les Olympiques? Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai connu Ben
premièrement à cause des Paralympiques. Puis j'avais vu des articles, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Ben Saint-Amand. Puis en plus, on a pas mal la même amputation. Fait que, puis on a un tournoi au Québec qui s'appelle le Challenge hivernal. Puis en fait, c'est comme tous les joueurs du Québec, on se regroupe là, puis on fait comme un mini tournoi entre nous. Puis je me rappelle, Ben était là avec Dominique Larocque à ce moment-là, puis il avait sa médaille de Sochi. Puis j'étais vraiment impressionnée. Pour moi, c'était comme une star. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, Ben Saint-Amand. J'étais toute impressionnée. Puis... Monsieur. Elle l'appelait monsieur. Ouais, quasiment. Ouais. Non, c'est plus pour Dominique. C'est le fun. Merci aussi à toi, Raphaël, parce qu'en fait, si on est ici, c'est parce que c'est toi qui m'as contacté. Tu connaissais déjà le podcast? Ouais. Comment tu avais découvert le podcast? Ben, comme ça. Je pense que j'avais peut-être tapé podcast sur le hockey, puis je t'avais trouvé. Là, OK. Ouais. Mais en tout cas, merci de m'avoir contacté. Je trouve que c'est des excellentes initiatives. Puis je trouve que c'était l'image de votre sport de voir un peu briser des barrières pour faire connaître le sport. J'ai fait des recherches avant de vous recevoir sur, en fait, le hockey-luge, para-hockey, s'il y en a qui nous écoutent. À savoir d'où ça venait. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le sledge hockey, qui est dit en anglais? À quel moment ça a été créé? Ça fait quand même longtemps, je pense. Longtemps. Je pense que c'est en Norvège ou dans les pays scandinaves. Ouais, moi, j'ai lu que ça a été inventé au début des années 60 dans un centre de réhabilitation en Suède, que ce serait deux messieurs qui ont conçu ça pour justement pour les gens qui étaient au centre. Puis apparemment que le design de la luge n'aurait pas tant changé. Depuis, ils ont adapté un peu les matériaux, tout ça, mais que c'est sensiblement la même affaire. Puis je trouve ça intéressant quand même. Puis que c'est aux Paralympiques déjà depuis 1994. Puis qu'apparemment, c'est même un des sports les plus populaires qui attire le plus de monde aux Paralympiques, c'est le hockey-luge. Ben ça m'étonne pas que ça soit le hockey-luge parce que un coup que les gens connaissent le hockey sur luge, voient un match, parce que on va pas se cacher, souvent les gens ils ont une conception prédéfinie des sports paralympiques. Puis moi j'ai été amputé et même moi j'avais la vision du hockey sur luge ou du basket en fauteuil roulant ou du rugby en fauteuil roulant, que c'est lent, c'est plate, mais il y a pas d'action. Et puis quand tu vois un match, tu vois 15 minutes de hockey sur luge, tu comprends très rapidement que c'est du hockey. C'est rapide, ça plaque, il y a des blessures, puis ça donne que tu patines avec des bâtons qui ont des pics dessus. C'est clair qu'il va arriver quelque chose à un moment donné. Fait que c'est de voir, c'est vraiment intéressant de voir les différents sports. Ça sonne illégal à tellement de niveaux. Comment tu viens de le décrire? C'est comme... Moi, je l'ai jamais fait. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais rien fait avec les bâtons. Le gardien de but. Il faut qu'il se défende devant son but. Mais non, mais on va commencer avec d'abord avec vos histoires respectives, à savoir comment vous en êtes venus à découvrir. C'est rare qu'on vienne d'une famille de hockey sur luge. Souvent, ça donne on découvre le sport d'une manière ou d'une autre. Débutons avec Raphaël. Comment t'en es venu au hockey-luge? Est-ce que t'es né avec une amputation? Comment ça t'est arrivé à quel stade? OK. Ben moi, j'ai été diagnostiquée mon cancer à 10 ans. Donc, c'est un cancer que j'ai eu des os qui étaient situés dans ma hanche. Puis, j'étais une grande sportive avant tout mon cancer. J'ai joué à la ringuette, au hockey-ball, king-ball, danse, soccer, tout ce que tu veux, j'ai tout essayé. Puis, c'est grâce justement à la ringuette que j'ai découvert que j'avais un cancer parce que je suis tombée. Puis, ma tumeur a sorti vers l'extérieur. Puis, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu 3 mois de chimiothérapie. Après ça, ça avait pas fonctionné. Donc, la tumeur avait pas rapetissé, mais elle avait pas nécessairement grossi non plus. Fait qu'elle était restée stable. Puis, ben, c'était la seule. J'avais 2 options, en fait. J'avais soit de me faire amputer ou de garder ma jambe puis qu'elle allait être molle parce que tout était englobé, le nerf sciatique et tout. Fait que c'était comme... Pour moi, ça a quand même été facile, je dirais, le choix, parce que je pouvais marcher si, mettons, je me fais amputer, ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais gardé ma jambe. Fait que j'ai pris la décision de me faire amputer, puis j'ai fait 6 mois de chimiothérapie après. Mais pour vrai, ça m'a tellement apporté de positif, là, dont le hockey-luge que j'ai découvert 6 mois après mon amputation. Attends, je sais pas trop. Quand tu dis décider de te faire amputer à 10 ans, je veux dire, je savais pas quelle crème glacée choisir à 10 ans. Là, tu me dis qu'il fallait que tu décides. Ah, là, comment ça fonctionne? C'est comment on te présente ça à un enfant? Ben, c'est sûr que tes parents sont là, mais je veux dire, comment on te présente l'option de, bon, écoute, là,
pas te faire couper les cheveux, là. Non, c'est ça, là, tu sais. C'est ça qui est imposé. Je veux dire, c'est pas une couleur de mèche, là, on parle de ça, comme le reste. Exactement. Ouais, t'es un peu trop gros. Mais, non, mais, tu sais, je veux dire, comment, tu t'en souviens-tu de quand on t'a parlé de ça, puis quand il fallait que tu décides, comment, tu te souviens-tu de ça? Ben, honnêtement, c'est un peu vague, là. Puis, tu sais, à 10 ans, c'est normal parce que tu te rappelles pas de tous les détails comme maintenant je le ferais. Puis, mais je me rappelle, j'étais chez nous, c'était peut-être une fête de soirée d'été, puis mes parents sont assis dans le salon, puis là, ils nous ont dit, bon, tout le monde était là, mais moi, j'ai un frère et une soeur plus jeune, puis tout le monde était là, puis là, faut qu'on parle. Puis là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que je m'en doutais, moi, je savais pas à ce moment-là que c'était ça qui se passait. Ouais. Puis là, ben, ils m'ont dit, ben, on a eu des mauvaises nouvelles, puis on va te présenter 2 choix, ça va être difficile à faire. Nous, on a notre choix, mais t'as quand même ton opinion en dedans parce que c'est ton corps, là, je veux dire. C'est normal. Mais je pense pas que on a la même vision. Moi, quand je l'ai appris, c'était pas parce que j'allais pas pouvoir marcher, courir, faire ma vie normale ou, mettons, l'intimidation. C'était, oh mon Dieu, je peux plus faire de sport, là. C'était ça dans ma tête d'enfant de 10 ans de me dire, OK, moi, je préfère jouer à ringuette, là. Ouais. Fait que j'ai pleuré à cause du sport et non comme, hey, j'aurais plus de jambes, là. Et non, je le vais dire, reste. c'est ça, exactement. Fait que c'est là que tu vois un peu, c'est ça, mentalité d'enfant. Tu sais, maintenant, peut-être que j'aurais pas la même vision, que ça m'arriverait, je serais comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je pense que ça a dit beaucoup aussi sur ma personne en tant que telle, là, Ouais. T'as dit, mon Dieu, je pourrais plus faire de sport, là. Ouais. Ça, c'est l'affaire qui te préoccupait le plus à ce moment-là. Ouais. Puis j'ai fait mon deuil avant de me faire amputer, là. J'ai joué un dernier match de ringuette avec toutes mes anciennes coéquipières. Wow. Ils ont retiré mon chandail dans mon association. Wow. Fait que j'avais vraiment fait mon deuil du sport. On savait qu'il y avait peut-être des alternatives après, mais pas au point de me dire que j'allais vraiment aimer ça, peut-être autant que la ringuette, c'est peut-être pas plus. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la journée où tu t'es fait opérer? Ben moi, c'est un peu spécial, là. J'ai fait mon rêve d'enfant 2 jours avant de me faire amputer. Fait que je suis partie avoir des dîners avec ma famille pendant 2 semaines. Quand je suis ressortie de l'avion, la veille de mon amputation, j'ai rencontré le médecin, puis le lendemain, je me fais amputer. Fait que, oui, je m'en rappelle. Mickey Mouse, euthanasie. Pas euthanasie, mais anesthésie. Euthanasie, c'est un peu plus dark. C'est quand même drôle, l'espèce de time. Ben, c'est drôle, pas drôle, mais le timeline, genre, la magie. Ouais. OK, reviens-ten. Tu sais, genre. Mais je pense que ça l'a aidé qu'on fasse ça parce que tu peux moins te préparer. Ben oui, tu te prépares mentalement, mais c'est moins le côté négatif. C'est vraiment plus ce positif que tu vois, là. De pas trop y penser pour rien. Là. Mais tu sais, je m'en rappelle, mais je veux pas m'en rappeler. Je sais pas si tu comprends. Ouais, là. Je veux, trop douloureux. Ben pas que c'est douloureux, mais comme tout, je veux tout garder vague. Comme j'aime mieux sortir le positif que le négatif, tu sais. Oui, je me rappelle que j'avais la chienne quand je suis rentrée dans la salle parce que mes parents me laissaient là, puis j'ai été 12 heures sur la table d'opération. Fait que, endormi, j'imagine? Ouais, endormi, 12 transfusions de sang. Fait que c'était vraiment une grosse opération, là, c'est ça. Fait que, mais encore là, à 10 ans, est-ce que t'en as vraiment conscience de ce qui t'arrive? Ouais. Je pense pas, là. Parce que, tu sais, je veux dire, le souvenir de, tu sais, pas le souvenir, mais la vision de se réveiller d'une opération avec une jambe en moins, tu sais, je veux dire, ça donne des frissons à n'importe qui, là, tu sais, c'est ce que je veux dire. Fait que de faire comme, OK, moi, j'ai vécu ça à un très jeune âge, mais en même temps, c'était ça qui était ça, puis c'était une décision qu'on avait prise pour le mieux de ma vie. C'est quand même intense, tu sais, dans le sens que on vit pas ce genre d'émotion-là. Ben, des fois, il y en a dans une vie, généralement, mais là, tu l'as vécu. C'est pour ça que j'essaie de comprendre comment on gère ça à cet âge-là. Tu sais, puis c'est clairement, probablement ça aussi qui a amené un peu au niveau de ta personnalité. Tu as comme déjà une personnalité fonceuse, mais toutes ces affaires-là qui arrivent, qui fait que tu es comme encore plus comme, bon, ben, regarde, on y va, tu sais. Ouais, mais tu sais, faut pas se dire que comme je me suis réveillée du jour au lendemain, il me manquait une jambe, j'ai un traumatisme, je veux dire. Ouais. C'est pas comme dans les films que direct après l'amputation, tu te réveilles pis t'es là pis t'en as conscience, tu sais. J'ai été 1 mois que j'étais bien droguée, là, tu sais. J'étais sur le médicament pis j'avais rien conscience, je savais même plus que je vivais quasiment, là, tu sais. Fait que, oui, c'est comme graduel le choc, puis en même temps, je m'étais fait à l'idée que c'est pas comme un accident d'auto. Ouais. Puis boum, t'es amputé, là, tu sais. Je me suis fait à l'idée que ça allait être ça ma nouvelle réalité. Ouais. Puis t'étais bien avec ça, de dire, OK, ben j'enchaîne avec ma vie. Ben, en même temps, c'est que... Ben ça, encore là, ça en dépend de type de personne. Si on l'a déjà côtoyé au hockey, il y a des gens qui l'acceptent. Ça va prendre 10 ans avant qu'ils l'acceptent. Il y en a que ça va prendre un instant. Ouais. Mais moi, c'était vraiment, je vis ou je vis pas. Là. C'était ça mon choix. Là, fait que, soit que je m'accepte mon nouvelle réalité, puis que je fonce, puis que je continue à vivre, ou je me fais amputer, mais comme au bout de la ligne, je me fais amputer pour rien parce que je continuerais pas à vivre si je m'acceptais pas. Là, fait que j'aurais quasiment peut-être plus juste rien faire rendu là, tu sais. Fait que c'était comme, tu le fais ou tu le fais pas, là. Je veux dire, c'était... C'est quand dans le processus que
tout cas, tu as appris l'existence du hockey luge. C'est mon père qui... Après l'opération, ou avant? Je peux pas te dire comment. Je pense que c'était après qu'il avait vraiment commencé à regarder. Il a vu que ça m'avait vraiment fait quelque chose, que je puisse plus faire de sport. Puis il a commencé à regarder, puis il est tombé sur le hockey luge. Il a vu que ça existait au Québec. Puis il m'en a parlé, mais j'étais encore sur... Parce que j'ai fait la chimiothérapie après mon amputation. T'sais, ma forme était pas adéquate. J'étais tout le temps fatiguée. Fait que c'était pas le bon timing. Puis c'est après ça ma physiothérapeute qui m'a vraiment... Tu m'a dit, là, faut que tu y ailles, tu vas vraiment aimer ça. Puis j'ai essayé ça un samedi matin, puis je tombais dans mon club sport. Fait que... Elle a un peu changé ta vie, cette madame-là, d'une certaine manière? Oui, elle a vraiment beaucoup changé ma vie. Tu y parles-tu encore? Ouais, j'étais encore en contact avec elle. Tu te dis, hey, merci, là. Ouais. Mais ouais, j'ai dit souvent parce que je serais pas la même personne si elle m'avait pas fait ce changement-là dans ma vie, là, de m'apporter au hockey luge. Tu tiens-tu la première fois que tu as joué? Ouais. Ouais, je me rappelle, j'avais essayé avec Vanessa Racine, qui est une fille sur l'équipe nationale féminine. Puis elle m'avait dit, elle m'avait montré des trucs puis tout, puis je me rappelle après que j'ai débarqué, j'ai dit à mon père, moi, un jour je vais être sur l'équipe nationale. Fait que mon père m'avait dit, commence par te tenir debout, là. Je voulais juste que tu souris et pas m'embarquer dans un projet pendant 20 ans. Ça servait comme ça. En partant. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow. Ouais. Benoît, essaye de topper ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il est capable. Non, si tu fais des blagues, En fait, c'est drôle parce que l'histoire de Raph puis la mienne se croisent un peu parce que bon, les deux, on a eu un cancer des os. Moi aussi, ça a été un cancer des os à l'âge de 15 ans. Puis moi aussi, c'est un peu grâce au hockey que j'ai découvert que j'avais le cancer parce que moi, j'étais gardien de but avant toute l'époque du cancer. Donc, toi, t'es de l'époque où tu regardais jouer Patrick Roy, là. Oui. C'était ça ton influence. Oui, puis Patrick Roy, écoute, ça a été mon idole depuis que j'avais 7-8 ans. Là, je me souviens là, quand le Canadien... moi, je peux te dire que j'étais assez vieux pour avoir vu le Canadien gagner 2 Coupes Stanley. Il y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça aujourd'hui, mais moi, c'est ça. Quand j'ai vu le Canadien gagner la Coupe en 86, moi, c'était ça que j'avais dit à mon père que je voulais faire un jour. Je voulais être gardien de but puis je voulais gagner la Coupe Stanley. Puis ça serait jamais produit parce que j'avais pas le talent là pour me rendre. C'est drôle parce que t'aurais peut-être pas gagné une Coupe Stanley, mais t'as une médaille d'or olympique. Puis Patrick Roy n'a pas. Fait que, d'une certaine manière, c'est comme ironique, ça veut dire, mais c'est en tout cas, bref, c'est nice de cette manière-là. Parce que c'est un peu ça que je dis j'ai eu la chance de donner plusieurs conférences, puis c'est ça que je dis dans mes conférences. C'est moi, bon, l'histoire a commencé à 15 ans, j'avais mal aux genoux. Je pensais que c'était à cause que je faisais beaucoup de pratiques, beaucoup de games, j'étais le seul gardien de but de mon équipe. Et puis finalement, la saison terminée, puis la douleur est pas partie, puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de pas normal. Bon, radiographie, tout ça, on fait des tests à Sainte-Justine pour se rendre compte que bon, tu as un cancer des os, tu vas peut-être perdre ta jambe, puis ton cancer il est tellement avancé que ben écoute, je vais pas te faire de peur, mais ça se peut que ton cancer remporte la bataille, tu sais. Fait que ça a été ce que j'appelle mon cadeau de mes 15 ans, parce que moi, tout a commencé la journée de mes 15 ans avec une radiographie. Donc, la journée de fête? Ouais, le 19 avril 93. Bonne fête. C'est ça a été mon cadeau de fête. Puis quand on a su que le cancer était là, on a commencé la chimiothérapie très intensive. Et puis mais ça a fonctionné un peu comme Raph. L'idée n'était pas d'enlever la maladie, c'était plus de l'empêcher de grandir. Ouais. Et puis donc ça a bien fonctionné. Moi c'était dans mon tibia, donc c'était plus facile à gérer. Donc, on a fait une reconstruction complète de la jambe. Donc, on a coupé à la hauteur du fémur, coupé à peu près au milieu du tibia, puis on a tout remplacé, les os, le genou, tout ce qui était os, ça a été remplacé. Et puis, on a continué avec la chimio par la suite. Puis, tout allait bien jusqu'à temps que mon corps fasse un rejet, qui est un peu comme une transplantation, mettons quelqu'un qui a une transplantation de rein ou quelque chose comme ça. Tu vois, aujourd'hui, l'opération que moi j'ai eue en 93, ils la font encore aujourd'hui, mais ils vont donner des médicaments anti-rejet. Ce qui fait en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Et puis, longue histoire courte, mon corps a rejeté la jambe artificielle que j'avais, les os artificiels. Et puis, après plusieurs opérations qui n'ont pas fonctionné, ben, c'est moi qui ai dit au médecin 2 ans plus tard, donc à l'âge de 17 ans, c'est là que j'ai dit au médecin, j'ai dit, ben écoute, je veux que tu m'opères pour la dernière fois pour ce problème-là, puis on n'en parle plus, puis il peut pas me garantir. Fait que j'ai dit, ben écoute, coupe-la, là. Coupe-moi la jambe. On va régler le problème. On va pouvoir... je fonctionnerai avec une chaise roulante, avec des béquilles, avec une jambe artificielle, je m'en fous, mais
là, laisse-moi recommencer à vivre. Puis, écoute, ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que depuis cette journée-là, j'ai recommencé à vivre. Puis, on marche avec une jambe artificielle. Puis, je te croiserais dans la rue. Puis, tu penses que j'ai peut-être un peu mal à une cheville, mais tu dirais jamais que ce gars-là devant toi, il y a une jambe en moins. Donc, fait que moi, c'est comme ça que ça s'est passé là, pour la perte de ma jambe. Parce qu'il y avait une opération où il essayait de remplacer, dans le fond. C'est quoi, ouais, c'est pas une, il avait remplacé complètement les os, en fait, à l'intérieur de ma jambe. Puis mon corps a tout simplement fait un rejet, puis ça a créé des infections. Donc là, après ça, on va essayer de régler le problème d'infection. Puis l'infection, bon, il y avait une opération, l'infection revenait, on faisait une autre opération, l'infection revenait. Donc ça a été comme ça, là, back and forth, pendant peut-être 8-9 mois. OK. Mais aujourd'hui, cette opération-là, elle se fait encore où, pour éviter l'amputation, on remplace les os de la jambe. C'est ça. On enlève En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les os cancéreux. Ouais. Puis ils remplacent par des os artificiels. Okay. C'est sûr que les matériaux ont changé un peu depuis les 20-25 dernières années, mais le type d'opération demeure le même. Puis ils se rendent compte qu'en donnant des médicaments anti-rejet, comme quelqu'un qui a une transplantation de rein ou peu importe, que le taux de succès a augmenté énormément grâce à ça. J'ose croire facilement. Puis, on parlait Raph parlait de quand elle l'a fait à 10 ans ou 12 ans. À 17 ans, t'es quand même presque légalement un adulte, t'as presque 18 ans. Donc, c'est sûr que la manière que tu gères ça, c'est quand même différent. Toi, comment tu te souviens avoir... pour moi, à 17 ans, c'était moi qui prenais la décision. J'avais l'âge, médicalement parlant, j'avais l'âge légal pour prendre la décision. Fait que ça, c'était pas un problème. Mais moi, je te dirais que depuis le jour 1, quand le médecin il me dit t'as un cancer des os, tu vas peut-être perdre ta jambe, puis tu vas peut-être mourir. Quand l'élément de la mort a été mis de côté, puis que là, ma vie n'était plus en danger, j'avais quand même cette pensée-là que ça se peut que je perde ma jambe, puis je l'avais comme accepté depuis le jour 1. Puis je dirais ce qui m'a aidé aussi, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais un de mes très bons amis. Son père, il avait juste un bras. Il avait perdu son bras dans un accident de motoneige. Puis moi, écoute, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais très curieux, puis je posais des questions, puis il dit écoute, une main, si j'avais eu la chance, le choix entre perdre une jambe ou perdre un bras, j'aurais mieux perdre une jambe parce qu'il dit un bras, les mains, les doigts, tu sais, c'est super important. Fait que quand ils m'ont dit tu vas perdre ta jambe, j'étais comme au moins j'ai mes deux mains. C'est pas la fin du monde. Puis effectivement, c'est pas la fin du monde parce que on peut faire tout ce qu'on veut, ça m'empêche pas de faire je peux pas courir le marathon, mais à part de ça, je peux faire tout ce que je veux. Fait que même à 17 ans, tu sais, t'es encore un peu comme moi, j'étais très immature. Ma blonde dirait que je suis encore aujourd'hui. Mais tu sais, j'étais plutôt immature. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis je pense que ça m'a aidé un peu. J'étais un peu naïf. Fait que ça m'a aidé à passer à travers tout ça parce que moi, je regardais ça puis j'étais comme je vais passer à travers. Puis on va passer à d'autres étapes après. Puis est-ce que c'est vrai est-ce que tu as vécu les 5 étapes du deuil? Est-ce que tu as comme ce souvenir-là d'être comme bon? Okay. Non, non. Écoute, je te dirais que moi, je pense que la journée que je suis rentré dans la salle d'opération, puis je me souviens de cette journée-là, écoute, ça faisait 10 fois que je me faisais opérer par le même médecin. Ça faisait 10 fois que c'était le même anesthésiste. Puis les deux sont venus me voir la veille dans ma chambre d'hôpital pour me parler, pour être sûr, encore une fois, que c'était ça ma décision. Et puis, je me souviens le matin de l'opération, l'anesthésiste, il dit, écoute, là, c'est la dernière fois qu'on va se voir, là. Puis j'ai dit, écoute, ça a été un plaisir. C'était quasiment ça. Donc, puis je pense que si je m'étais réveillé avec deux jambes, ça m'aurait plus déçu que quand je me suis réveillé puis que j'ai vu qu'il me manquait une jambe. Écoute, moi, ça a été une délivrance. Moi, ça a vraiment été OK, parfait, on se débarrasse du problème. Puis, tu sais, moi, 6 jours après l'amputation, mon médecin, il me laissait partir de l'hôpital. Fait que c'était vraiment, pour moi, là, c'était la bonne décision à cette époque-là. Puis, je l'ai jamais vraiment regretté. Moving forward. Oui, oui, t'as pas le choix. Sauf que toi, ça n'a pas été aussi rapide avant que tu apprennes l'existence du hockey luge. Ça a pris plusieurs années. C'est drôle, en plus, tantôt, tu parlais de 93, quand tu l'as appris en avril. C'est comme juste avant la Coupe Stanley du Canadien, comme à travers tout ton processus. Au cœur de ça, Patrick Roy, évidemment. Mais non, entre le moment... Parce que c'est 95, finalement. 95 d'amputation. Attention. Le moment où tu apprends, ou en tout cas, qu'il y a le déclic avec le hockey luge, c'est quand? Moi, ça s'est fait, c'est très drôle, parce que ça s'est fait en lavant la vaisselle un soir.
En 2002, je regardais les nouvelles, puis tu sais, on parlait pas beaucoup des sports paralympiques à cette époque-là, puis le petit 30 secondes à la fin des nouvelles, où ce qui parlait des Paralympiques de Salt Lake City en 2002, sur le 30 secondes, il y en avait peut-être un 12 que c'était sur le hockey luge, puis c'est là que j'ai vu ça. Puis c'est là que j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, c'est sûr, faut que j'essaie ça un jour, c'est sûr qu'il faut que je trouve une façon. Puis j'ai envoyé un courriel à l'organisation qui gérait le hockey luge au Canada, parce que c'était même pas encore sous la bannière de Hockey Canada à l'époque. Donc j'ai envoyé un courriel, ça s'est ramassé un joueur qui jouait sur l'équipe de Montréal, qui habitait à Longueuil, Pierre Pichette. Et puis Pierre, il m'a écrit, il m'a appelé, il dit, écoute, on joue à Repentigny les dimanches matins à 6h moins quart, parce que c'est le seul temps de glace qu'on peut avoir. Il dit, viens nous voir. Puis fait que j'étais allé là, j'ai pratiqué avec eux autres, je tombe en amour avec le sport, j'ai connu des joueurs qui faisaient les Paralympiques, les Serge Lamoureux, les Pierre Pichette, les Danny Werner de l'époque, Éric Desjardins, puis c'est tous ces gars-là qui pas ce Éric Desjardins là, j'imagine. Pas l'Éric Desjardins qu'on connaît, un autre Éric Desjardins, mais avec un talent extraordinaire au hockey. Et puis moi j'ai commencé au hockey luge avec ces gars-là, fait que c'est comme de dire, je commence à jouer au hockey, puis t'as Sidney Crosby, Nathan McKinnon, puis tu sais les meilleurs joueurs de hockey qui sont là pour te guider, pour te montrer quoi faire. Fait t'as pas commencé goaler, si je me trompe pas. Non. Ben j'ai joué toute ma vie comme gardien de but, puis je vais être honnête, quand j'ai commencé à jouer au hockey luge, j'étais tanné de recevoir des pucks d'en face. Donc j'ai décidé de jouer comme joueur d'avant, puis écoute, ça m'a permis de faire l'équipe nationale comme joueur d'avant. Puis je me suis rapidement rendu compte que j'avais un certain talent comme joueur d'avant, mais ça s'arrêtait là. C'était pas j'avais pas le talent pour percer l'équipe nationale pendant 5, 10, 15 ans. Puis c'est vraiment à ma deuxième saison qu'un des deux gardiens de but, Greg Westlake, qui était vraiment écœurant comme gardien de but, mais qui est encore meilleur comme joueur d'avant. Il a goalé. Greg était goaler avant. Quand moi je suis commencé sur l'équipe nationale, Greg était goaler. Donc Greg a dit, écoute, moi j'aimerais ça aller jouer à l'avant. Puis le coach, à ce moment-là, les gardiens de but, c'était très rare. Fait qu'il m'a dit, écoute, si je sais que tu as été gardien de but toute ta vie, si tu vas essayer d'être gardien de but, je te donne la chance de le faire. Puis j'ai essayé ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, goaler, il faut que tu arrêtes la puck. La seule différence en hockey sur luge, c'est qu'il faut que tes déplacements sont différents. Fait que j'ai pratiqué beaucoup avec des chums puis tout ça. Puis le coach, après deux camps d'entraînement, il dit, ben écoute, il dit, la job est à toi, t'es rendu notre goaler numéro 2, puis ça a comme garanti ma place aux Paralympiques cette année-là. Donc ça a été... La luge de gardien est différente de celle des joueurs? Un peu, oui. Ça dépend des gardiens de but. Il y en a plusieurs qui vont avoir... là, maintenant, le nouveau style, c'est les jambes assis en indien, donc les jambes croisées. Question de faire face au jeu. Mais chaque gardien de but, si tu regardes un des meilleurs... en tout cas, à mon opinion, à moi, c'est plus un des meilleurs au monde, là, mais Steve Cash de l'équipe américaine, il a toujours gardé les buts avec ses deux jambes en avant de lui, donc assis comme un joueur d'avant. Puis Steve il a toujours gardé les buts comme ça, puis il a été pendant plusieurs années pratiquement le meilleur gardien de but au monde. Il fait encore partie des meilleurs selon moi. Là. Mais bon, en tout cas, j'ai peut-être un parti pris pour nos goalers du Canada. Là. Je pense que Dom et Corbin sont meilleurs que lui. Là. Mais c'est ça. Chaque goaler va avoir son style, sa luge différente, de la façon qu'il est assis dans sa luge, la hauteur, de la façon qu'il est positionné. Fait que... Il y en a aussi, j'ai cru remarquer, mettons qu'il y avait une jambe, avait une patte de goaler. Ouais. Fait qu'il y en a qui ont des pads, il y en a qui n'ont pas de pads. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Chaque goaler est différent. Si on regarde, mettons, un Dominique Larocque qui est gardien de but de l'équipe nationale, Dom, lui, il est amputé d'une jambe, donc il a tous ses muscles, il a tout ses abdos, ses dorsaux, tout ça. Fait que lui, de la façon qu'il s'installe sur sa luge, il peut vraiment se lever sur sa pad. Donc, tu sais, imagine le gars déjà qui est imposant quand il est juste normal, là, quand il est debout devant toi. Puis là, avec son stock de goaler, il s'installe sur sa patte puis il se lève debout. Il prend quasiment plus de place que Carey Price dans un filet. Fait que, c'est de maximiser, en fait, ton équipement pour pouvoir prendre plus d'espace dans le filet, sans pour autant t'empêcher de pouvoir faire tes déplacements, parce que dans hockey luge, ça demeure un sport excessivement rapide, puis les jeux se déplacent de gauche à droite. Fait que t'as pas le choix de trouver un juste milieu entre être gros dans ton filet et être capable de te déplacer. Comment ça pour te déplacer sur une luge? Est-ce que vos lames sont de l'autre côté, fait que c'est transversal au lieu d'être avant? Tu penses ce que je veux dire? Il y a des gardiens de but qui vont avoir des lames en plastique. Moi, j'ai jamais aimé ça parce qu'il n'y a aucune façon d'arrêter. Mais moi, en fait, j'ai jamais aiguisé mes lames.
Donc, ce qui fait en sorte que j'ai quand même un petit edge là si je veux arrêter. Mais mes lames, écoute, ça glisse là. C'est tellement rendu dol que... Du couteau à beurre. Ah, le couteau à beurre, il coupe en tabarnouche, contrairement à mes lames. Là, je pense même pas que je pourrais couper un morceau de fromage avec mes lames. Là, okay. Mais c'est ça. C'est vraiment la préférence. Puis t'as la largeur des lames aussi que tu peux jouer avec. Il y a des gardiens de but qui aiment mieux avoir les lames 6-7 pouces de distance. Il y en a d'autres qui ont un handicap un peu plus intense. Donc les lames sont plus à 10 pouces de largeur. Fait t'ajustes ta luge en fonction de ton handicap qui fait en sorte. Puis même chose pour les joueurs. Le Ralph pourrait le dire. Là, il y a des joueurs qui ont un quart de pouce entre les deux là. Ouais, c'est vraiment l'handicap qui fait quel joueur tu deviens puis qu'est-ce que tu aimes, tes préférences. Là. Parce que par exemple, un paraplégique qui n'a pas ses abdominaux, qui sent pas ses jambes, va être beaucoup... ils vont plus de... Comment je pourrais dire ça? Ils vont comme plus d'étapes pour arriver, mettons, comme un amputé qui, lui, a tous ses abdominaux, ses jambes. Parce que, tu sais, on parle de jambes, on dit on les utilise pas, sont attachés, mais reste que quand même, on s'en rend pas compte, mais on va les utiliser pour, des fois, nous aider à mieux nous propulser. Fait que l'équipement est tout le temps pour t'aider à optimiser ce que tu possèdes. Fait que, mettons, un paraplégique qui n'a pas d'abdominaux va peut-être avoir un dossier dans son dos pour le tenir plus droit. Fait que ça va tout le temps dépendre de ton handicap la plupart du temps, même quand t'es goaler. Tu parlais de l'équipement, parlons-en. L'équipement, un peu les règles, en fait, aussi par rapport au hockey traditionnel. Quelles sont les différences dans les règles? Je sais qu'il n'y en a pas de tant que ça. Mais il y a pas de différence au niveau des règles, c'est les outside, tout ça c'est pareil comme au hockey debout, si je pourrais appeler ça comme ça. Puis la seule chose c'est qu'on a une punition de plus qui s'appelle T-bone. En fait, c'est quand un joueur est par exemple horizontalement. Non, verticalement, je sais, verticalement. Il peut pas avoir un joueur qui va venir le frapper horizontalement. En fait, pour pas faire un T, parce que c'est comme vraiment perpendiculaire à 90 degrés, rentrer dans un... Parce que c'est dangereux pour se briser des os dans les jambes et tout, là. Fait que c'est quelque chose ils ont banni, mais on l'envoie pareil, là. C'est sûr que c'est encore très commun, même si c'est puni. Mais c'est la seule... J'ai lu qu'il y avait une autre aussi punition reliée au bâton, vu que les beaux bâtons ont des pics. Qu'il y a aussi une punition reliée à ça. Ça se peut-tu? C'est qu'en fait, t'as pas le droit de piquer quelqu'un avec ton bâton. Donc, ça va être for picking, en anglais. Ils vont appeler ça 2 minutes for picking. Il y a pas ça au hockey traditionnel. Non, c'est sûr. Non, c'est, entre guillemets, c'est comme notre équivalent d'un 6 pouces, là. Ouais, dardé qui a fait aussi. C'est ça. Donc, t'as pas le droit de faire ça avec ton bâton. Puis c'est comme disait Ralph, tous les hors-jeux, c'est en fonction des lames de la luge. Okay. Donc, c'est pas en fonction du devant de la luge. Donc, moi, ma luge peut être quasiment mettons, un joueur d'avant, sa luge peut être aux 3 quarts rentré dans la zone. Mais si ces lames sont encore à l'extérieur, quand la rondelle rentre, c'est pas un hors-jeu. Donc, mais mis à part ça, c'est vraiment la même chose. Les dégagements, les hors-jeux, les punitions. C'est rare qu'ils vont appeler une punition pour avoir fait trébucher. Ben, je l'ai déjà vu. Mais moi aussi, là, ça m'a étonné. Ouais. Mais, vu qu'on est déjà à terre, là, mais il commence à l'appeler un peu plus. Mais sinon, tout le reste, c'est la même chose. C'est quoi les règles par rapport au contact? Parce que c'est quand même assez rock'n'roll, tu sais. Ça, il y en a pas. Il y a pas de règles. Il y a pas de règles. Mais des fois, ça fonce dans tout. Tu fais, bon, est-ce que c'est free for all? Mais c'est quoi c'est comme les mises en, est-ce qu'on constate ça, les mises en échec? Ouais. C'est légal, c'est ça? C'est légal. Mais c'est puni, je pense, autant comme au hockey, là. Tu peux pas accrocher, retenir. C'est toutes des choses comme ça qui est pareil comme au hockey debout, là, je pense. Ouais. Je sais pas si tu peux. Mais mettons, le long de la bande, on a le droit de se frapper. Oh, tout est... Ouais, c'est ça. Comme disait Rav, on peut pas frapper avec la luge. Donc, je peux pas frapper avec le devant de ma luge quelqu'un, parce que ça, je vais me faire appeler pour un T-bone. Mais, écoute, comme n'importe quel match de hockey, là, t'arrives un bon face à face, tu sors l'épaule, puis mais si je lève les bras, ben là je vais être appelé pour un 2 minutes. Mais épaule à épaule, il y a des bons contacts, puis ça peut causer des fois des situations assez, je veux dire, cocasses. Moi je me souviens d'un match qu'on a joué contre l'équipe du Japon, puis on avait un joueur qui était
prenait beaucoup de place sur la patinoire. Puis il a ramassé un joueur japonais qui était vraiment, c'était un double amputé très, 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 très haut. Puis il a tout simplement popé à l'extérieur de sa luge, là. Puis il était comme debout, si je peux dire, là, sur la glace. Puis il avait vraiment l'air d'avoir fondu dans la glace. Fait que ça donne des situations cocasses de temps en temps. Lui, il était crampé, là, parce qu'il était assis à la glace, puis il se regardait, puis il trouvait ça drôle. Fait que pour le commun des mortels, ils sont comme, oh mon Dieu, pauvre petit. Mais non, pas en tout. Est-ce que qu'est-ce que je vous ai demandé par rapport à ça? C'était les coups les plus cochons au hockey luge que les gens qui jouent pas savent pas. Ah, ben, tu sais, des coups cochons, il y en a partout, là. Moi, je me souviens d'un coup que moi j'ai fait. Je vais pas me cacher que moi j'ai fait. Il y avait un joueur américain qui était considéré comme un peu comme un goon de l'équipe américaine. Puis ils l'ont essayé pour une série de 3 matchs contre nous autres. Puis non, mais c'est parce que lui, son rôle, c'était, il se fout devant le goaler puis il dérange le goaler, ce qui est parfait, ce qui est normal, là, tu sais. Puis il était gros, fait que moi j'aimais ça, parce que je me dis, ça me challenge, fait que là j'essayais de le pousser, puis à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, il me slashait. Puis je me souviens, j'ai dit à l'arbitre, j'écoute, là, à chaque fois que j'ai la puck, il me slash la main, il me slashait la main que j'attrapais. Et puis l'arbitre, il m'a fait comprendre qu'il était tout seul, puis c'était impossible pour lui de regarder tout ce qui se faisait sur la glace. Il m'a dit, puis je peux pas toujours voir ce qui se passe devant le filet. Fait que j'ai compris c'était quoi qu'il voulait me dire. Puis nous, les gardiens de but, sur notre mitaine, on a des pics. Sur votre mitaine? Sur la mitaine, parce qu'on a juste un bâton, contrairement aux joueurs. Donc, sur la mitaine, on a des pics, ben, c'est des vis, là, en tout cas, dans mon cas, pour m'aider je mets ma main par terre sur la glace, puis je peux me pousser autant à gauche qu'à droite. Et, j'ai demandé d'arrêter à plusieurs reprises, comme un bon petit garçon, puis il a pas voulu. Alors, à un certain moment donné, je l'ai tassé devant moi, mais ça n'a pas été avec ma main droite, ça a été avec ma main gauche, puis il n'y a pas vraiment de padding dans le dos. Moi, c'est ma façon d'y avoir fait comprendre qu'il était trop proche. Ben oui, parce que j'ai mangé un coup de bâton en arrière de la tête 30 secondes plus tard, puis il s'est fait mettre dehors de la game, mais c'est pas grave, il a compris mon message. C'est quoi qui est le plus tough comme goaler? Parce que le filet, par exemple, on parlait des règles, il est-tu de la même grosseur qu'un filet? Fait que c'est haut, là, un filet, là, tu sais, quand on est assis à la glace. C'est quoi le défi? C'est quoi qui est le plus tough comme goaler au hockey luge? Je te dirais, ce qui est tough, c'est que tu t'attends justement que les lancers soient souvent dans le haut du filet, parce que t'es assis par terre. C'est sûr que, et en étant assis sur la luge, je te dirais que, pour donner une idée aux gens, le haut de ma tête arrive à peu près à la hauteur de la barre horizontale, là. Vraiment, le haut de mon casque arrive à la hauteur de la barre horizontale. Fait que, tu sais, t'es vraiment assis droit, ta luge est peut-être à 4-5 pouces du sol. Okay. Fait que tu peux prendre quand même assez de place, mais jamais comme un gardien de but debout là, qui fait un style papillon puis que la barre horizontale il arrive à hauteur des épaules. Fait que je pense que ce qui est le plus difficile, c'est qu'on s'attend souvent justement que les lancers arrivent haut. Donc on va souvent se mettre gros en haut, donc les épaules, lever les mains, puis là les joueurs qui ça fait longtemps qu'ils jouent, eux autres, ils vont juste arriver puis ils vont faire semblant de faire un méga lancer dans le top corner puis ils vont juste le laisser aller ça glace, puis là, mais t'es comme, tu viens de te faire avoir. Fait que ça, je dirais, c'est une des choses les plus difficiles, parce que les déplacements, tu te déplaces avec tes mains à gauche puis à droite, mais un coup que tu es à l'aise dans ta luge, un coup que tu es habitué dans le filet, c'est vraiment, moi, c'est ce que je trouvais le plus difficile. Là. C'est au niveau des angles, les gars arrivent en angle, mais se déplacer par rapport aux angles. Parce que c'est ça, être gardien de but, là, luge ou pas luge, là, de couvrir ses angles. Puis tu sais, les joueurs là, peuvent passer la rondelle en dessous de leur luge. La main gauche à la main droite. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont très bons. Là. On peut même tirer des deux mains. Fait que c'est là, c'est ça. Si le joueur techniquement devrait être ambidex, c'est la menace, et c'est même pas un coup droit, un revers, c'est 2 coups. Ça peut être 2, tu sais, c'est quand même assez particulier. Hein. Puis ça, c'est quelque chose qu'on suggère beaucoup. Là. Tous les coachs que j'ai eus suggèrent aux joueurs d'apprendre à lancer de leurs mains plus faibles. Donc, tu sais, je vais prendre l'exemple sur l'équipe nationale, un Billy Bridges, que tu as déjà vu jouer à plusieurs reprises. Écoute, Billy, c'est un gars qui a un des meilleurs lancers, selon moi, au monde. Moi aussi, selon moi. Je l'ai vu en vrai, c'est impressionnant. Puis moi, je l'ai reçu d'en face une couple de fois, c'est lancé. Mais écoute, Billy, il y a un lancé de la main droite qu'on a fait un petit jeu un moment donné avec un radar de police. Puis écoute, je pense qu'il dépassait les 130 km/h. Je pense qu'il était pas mal de même de la main gauche aussi, qui est pas sa main forte en théorie. En plus. C'est catastrophique catastrophique pour les goalers. Oui. Écoute, moi je me dis, je fais face à lui juste en pratique. Les goalers, ils font face à lui dans les games. C'est ça. Puis il est encore payé dans les games. Fait que
Ah, c'est vraiment intéressant. Je vais parler aussi à Raph parce que tu as un parcours assez particulier parce que t'es sur comme tellement d'équipes en même temps, masculine, féminine, que peut comprendre. Fait que d'abord, avant tout, c'est l'équipe québécoise que tu as faite, masculine, c'est ça? Non, j'ai fait au début, c'est l'équipe féminine nationale. Ça à 14 ans. Ouais, à 14 ans. Mais en fait, ce qu'on doit dire, c'est que comparé aux hommes... Extrêmement jeune. Ouais, mais c'est ça. C'est que, comparé aux hommes, on n'est pas avec Hockey Canada. Donc, on n'est pas fédéré. Okay. Puis, on n'est pas paralympique non plus. Tout ça va falloir que ça change. Ouais, tout ça par rapport à... Parce qu'il n'y a pas assez de pays dans le monde qui sont représentés au niveau féminin. Donc, tout ça a fait que j'ai pu persévérer au niveau des hommes aussi, puis que j'ai fait l'équipe nationale féminine très jeune, parce que le sport est pas autant développé qu'au niveau des hommes. Là, maintenant, c'est possible, il y en a qui le font, là, des gars comme Carpet Smith, puis qui font très jeune, mais c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, moi, oui, j'étais bonne, mais j'étais pas une Sidney Crosby du hockey là. J'étais pas... à 14 ans, c'est ça, tu jouais pas depuis si longtemps. J'avais un bon potentiel, mais j'étais pas la meilleure de l'équipe. J'étais une fille de quatrième trio. Puis, fait que j'ai commencé avec l'équipe féminine à 14 ans. Puis, moi, ça me prend des challenges. J'ai envie pour que je continue à aimer ça, un sport, puis quelque chose... J'ai objectif. C'est ça, j'ai objectif. Puis après ça, ben moi, j'ai pratiqué avec les gars de l'équipe provinciale Team Québec, dont Ben a déjà fait partie. Puis, c'était comme des grands frères pour moi, tout le temps, des conseils, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ça serait fun que je sois cette équipe-là. Fait que, là, 2 ans, je me suis donné des défi de faire l'équipe soit à 16 ans ou 17 ans. Puis l'année passée, ça a été, j'ai fait l'équipe provinciale. À 16 ans. Ouais, de peine et de misère parce que je me suis blessée en début d'année, une commotion. Fait que ça a été un peu difficile de faire le camp de sélection et tout. Ben, j'ai fait l'équipe, j'étais super contente. Puis après ça, boum, au mois de mai, je reçois une invitation de Hockey Canada pour l'équipe de développement masculine. T'es invité au camp. J'étais vraiment sous choc, là. Je veux dire, au niveau des hommes, Hockey Canada, tu sais, l'équipe provinciale, je me dis OK. Mais là, l'équipe nationale, c'était vraiment quelque chose de mon gars, là. Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Puis, on a été 4 filles invitées. Je me suis rendue là. Au début, je m'étais c'est une expérience. Tu sais, je m'attendais pas à faire l'équipe, une expérience, ça va être cool, je vais apprendre plein d'affaires. Combien de filles t'as dit? On était 4. 4, OK. Ouais, on était 4. En fait, le top 4 de l'équipe nationale féminine. OK. Puis, on est arrivé là, j'ai regardé les gars, j'ai dit, bon, je pensais pas avoir des chances, mais là, ça s'enligne pour que je puisse le faire. Ouais. Tu trouvais qu'il était moins bon que tu aurais cru? Ben, j'avais toutes déjà vu jouer. OK. Parce que dans les équipes provinciales, tu sais, j'avais fait des matchs contre Team Ontario, j'ai déjà côtoyé les gars d'Alberta. Fait que, tu sais, je savais un peu c'était quoi leur type de jeu, puis j'avais déjà été voir les matchs de l'équipe nationale d'événements. Puis, quand j'étais arrivée là, tu sais, j'avais comme un peu en étant une fille, tu te dis, mon Dieu, ils sont bons, puis tu sais. Mais quand je suis arrivée là, puis je les ai vus faire des drills, puis tout, j'ai dit, mon Dieu, je suis pas en arrêt d'eux autres, je veux dire, j'ai autant de chance qu'eux autres. Ouais. Puis j'en ai parlé avec mon coach d'équipe provinciale, qui est beaucoup impliqué avec Team Canada, puis j'ai dit, là, qui penses-tu vraiment, toi aussi? Ouais. Fait que là, c'est à ce moment-là que la machine s'est encore plus enclenchée, puis j'ai dit, là, j'ai besoin de ma place sous l'équipe, puis j'ai fait l'équipe. Fait que j'étais vraiment... C'était vraiment exceptionnel. J'en parle, puis encore là, je réalise pas que j'ai fait ça. Puis c'est là que j'ai compris que j'avais encore plus peut-être de nouvelles étapes qui vont arriver, peut-être être invitée. Là, ma capitaine de l'équipe nationale féminine, elle a été invitée au camp de sélection pour la vraie équipe. Là. Les gars qui vont aux Paralympiques et tout. Ouais. Puis récemment, moi, j'ai pas été invitée parce que j'ai encore un bon laps comparé à elle. Juste rappeler que tu as 17 ans. Mais ouais, aussi. aussi. Mais c'est mon but pour la prochaine saison, puis dans les prochaines, de me faire inviter au camp. Wow. Au moins, puis après ça, peut-être de trouver une équipe, un spot sur l'équipe. Là. Ouais, dans l'espoir aussi que ça débloque au niveau équipe féminine canadienne, d'avoir une équipe nationale. Mais on voit des changements parce que tu sais que Hockey Canada nous invite au camp des gars, ils reconnaissent qu'il y a du talent au niveau des filles puis qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Puis ils viennent de nous donner un chèque de 150 000 avec leur fondation pour développer notre sport justement. Fait que ça c'est encore une ouverture d'esprit, c'est un pas à l'avant qu'on fait, mais on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Ouais, comment c'est reçu que c'est comme devenu mix le sport, parce que les sports sont quand même assez genrés traditionnellement, là, gars, filles, c'est assez universel. Mm-hmm. Là, dans ce cas-ci, c'est comme non, tout le monde va être ensemble. Ouais. Comment c'est reçu ça par les gens, les joueurs, je sais pas, les gens en général, ouais.
Honnêtement, je sais pas. Moi, je dirais, personnellement, il y en a qui se réjouissent, il y en a qui c'est peut-être une frustration. Je pense peut-être plus pour le niveau des paraplégiques, des hommes, parce qu'on le voit de plus en plus, là, que c'est pas mal juste des amputés sur les équipes nationales. C'est vraiment triste comme phénomène, parce que, tu sais, on est tous des handicapés, on a tous les mêmes, on peut tout le faire, mais il y a des gens qui sont restreints par leur corps, tu sais. Fait que je pense qu'une femme puisse te battre parce qu'elle est amputée puis qu'elle a plus de ressources avec son corps que toi. Je pense que ça peut être une frustration, mais j'ai pas vécu au camp des à pas ça passe sous l'équipe puis quoi que ce soit là. Ouais, puis en même temps, tu vas avoir les meilleurs. C'est ça, moi, c'est ça mon opinion là-dessus. Ouais. Tu vas avoir les meilleurs, puis si ça fait en sorte que la meilleure personne, ça donne à être Ralph ou peu importe, ben tu vas avoir la meilleure équipe sur la glace. Puis oui, c'est plate. Puis tu sais, on regarde n'importe quel sport, mais si t'arrives là, mettons, on parle beaucoup du Canadien là dans la région de Montréal, là, mais tu sais, si t'as deux joueurs, puis il y en a un qui est meilleur que l'autre, pourquoi tu prendrais le moins bon des deux parce que il est québécois, peu importe, parce qu'il est québécois ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, moi je trouve ça le fun, puis de voir le sport comme ça évoluer, surtout du côté féminin. Tu sais, on se dit, si on recule il y a plusieurs années, le hockey féminin, le hockey conventionnel féminin, personne connaissait ça. Ouais. Puis là, ben, c'était des noms comme France Saint-Louis, Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Marie-Philippe. C'est toutes des femmes qui ont bâti le sport à travers les années. Puis moi, je vois dans plusieurs années des noms comme celui de Raphaël ressortir dans les filles qui vont avoir bâti le sport du hockey luge féminin. Là. Fait que ça va vraiment être... Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que les... Écoute, il n'y a pas besoin d'aller loin. Là, les 5 à 10 prochaines années vont réserver pour le hockey luge. Est-ce que tu penses qu'ils vont mettre des quotas, par exemple, sur les équipes olympiques de ça prend tant de paraplégiques? Mais ils en ont parlé. Il parlait surtout d'un système de pointage comme on voit au basket en fauteuil roulant. Exact. Donc, les amputés voudraient beaucoup de points comparé aux paraplégiques. Qui c'est triste pour nous, les amputés, personnellement, je trouve ça très triste. Mais en même temps, c'est encore là, ça serait plus juste, je pense. Puis ça donnerait la chance à tout le monde qui... pas qu'ils n'ont pas le talent, parce qu'on a vu, il y en a, comme Joey Leroux, c'est qui est provincial, un sens, un hockey sense, comme personne a. Mais... Puis un bon tir, mais... son physique lui permet pas de se rendre plus loin parce que c'est juste ça, c'est la vie. C'est ça. Fait que c'est triste parce que ça peut être, il pourrait être une amputation, puis c'est un gars qui pourrait être du premier trio international. Fait que tu sais, ça serait plus juste, mais dans tous les cas, il va y avoir des gens qui vont être tristes. Puis je pense que ça en fait ce que ça l'aiderait. Tu sais, si on regarde présentement, il y a 2-3 grosses puissances au hockey, sur luge. Canada, États-Unis, c'est à peu près les meilleurs au monde. Puis les États-Unis, c'est quoi, à 80%, c'est des doubles amputés, là. C'est des Speedy Gonzalez à la glace, là, puis ils contrôlent leur luge comme ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est sûr que tu vas avoir les meilleurs, mais en même temps, si t'arrives que tu as toujours les deux mêmes équipes qui s'affrontent en finale, ben, à un moment donné, ça va faire en sorte que le sport a des risques de disparaître. Fait que peut-être que d'avoir un système de pointage, moi je suis pas en faveur de ça, là, mais avoir un système de pointage ferait en sorte que peut-être qu'il y a des équipes qui tu diminuerais peut-être le niveau de talent des équipes comme Canada et États-Unis, mais ça ferait en sorte que ça serait un meilleur challenge pour les autres équipes qui ont pas autant de que les personnes handicapées qui sont peut-être pas aussi acceptées dans la société qu'on l'est au Canada et aux États-Unis. Fait que ça permettrait peut-être d'avoir des meilleures compétitions, des meilleurs challenges. C'est qui les autres équipes? Tu disais, mettons, c'est tout le temps 2-3 mêmes équipes. Tu as dit Canada, USA. Est-ce que la Suède est là-dedans? Est-ce qu'il y a des... Suède sont-ils revenus? Ils étaient là il y a plusieurs années. Là, la troisième, ce serait la Russie, mais là, ils ont été enlevés des Paralympiques à cause de toutes les affaires de dopage. Mais, la Suède... J'en ai pas entendu parler. Fait que c'est vraiment Canada... Canada, États-Unis. La Corée se débrouille bien. Le Japon s'est bien débrouillé pendant plusieurs années.
Étonnant quand même, parce qu'au niveau du hockey traditionnel, le Japon, ça n'a jamais été dans la discussion. Là, fait que c'est drôle. Au hockey luge, ils sont représentés quand même. Oui, puis ils sont représentés depuis plusieurs années. Tu as la Norvège qui était quand moi je jouais, la Norvège, c'était l'équipe à battre. Là, en 2000, au Paralympique de 2006, eux autres, ils étaient certains de tout gagner. Puis finalement, ils ont eu une déception. Plate pour eux autres, mais le fun pour nous autres. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est ça les grosses puissances. Puis c'est normal que Canada et États-Unis, c'est les deux meilleures équipes en ce moment parce qu'on a deux programmes de hockey bien développés. Fait qu'il faut juste continuer à développer ces programmes-là. Là. J'ai lu, Raph, que je sais pas ce qu'on peut dire comme rêve, que tu as comme rêve que, on parlait des 5-10 prochaines années, que le temps que ça fasse son bout de chemin, que tu rêvais de voir une équipe de hockey féminine de hockey luge aux Olympiques de 2026. Oui. On parle de pas ceux de 2022, ceux d'après. Comme quoi, tu disais même, ça serait bon parce que je serais rendu dans mon prime. Oui, exactement. Ça en dit long à quel point tu es jeune. Et donc, juste, fait que est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui se peut, ça, 2026, de dire que dans 2 Olympiques, il va y avoir aux Paralympiques du hockey sur luge féminin? Je vais être honnête avec toi. On pensait faire les prochains Paralympiques, donc ceux de 2022. Malheureusement, il y a eu des choses avec le comité paralympique puis tout, ça s'est juste pas fait. Mais honnêtement, là, cette année, il y a comme une grosse évolution. Là. Il y a même des gens qui parleraient que notre équipe puis les équipes des États-Unis, au niveau des filles, iraient affronter, parce qu'au niveau des gars, ça marche par pool. Fait que dans les championnats du monde, t'as le pool A, t'as le pool B, t'as le pool C. Fait que le A, c'est Team Canada, Team USA, puis tout ça. Puis dans les plus bas, ben ça marche par force de pays. Puis nous, on irait affronter peut-être un pool C ou un pool B au niveau des hommes. Donc, juste ça. Si on est capable d'aller faire ça dans les championnats du monde, ben, on ferait parler dire qu'au niveau des filles, ça existe aussi. Fait que ça serait vraiment un bon début. Par de marketing, là. C'est exactement. Ben, c'est là qu'on est parce que c'est pas de, le sport est déjà est présent au niveau des hommes. Fait que c'est juste de faire du marketing pour que les femmes disent, hey, moi aussi, je peux jouer, puis comme, j'y vais. Si tu veux assurer une relève, il faut que les gens savent que ça existe. C'est exactement ça. Puis, tu sais, même au niveau du Canada, nous, quand on va dans des camps d'entraînement, la majorité de ce qu'on fait, oui, on s'entraîne, on fait des matchs, mais on va parler, on va dans les comités, on fait des essais, puis c'est vraiment plus du marketing que de vraiment performer, je pourrais dire ça comme ça, puis s'entraîner, focusser vraiment sur... faire découvrir le sport. C'est ça. Quand tu as parlé de que tu as joué avec les gars au niveau provincial, au niveau... je suis quand même curieux de savoir comment ça s'est passé... c'est quand même particulier que tu arrives avec les gars, surtout adolescents. Ouais. Je suis tellement content de pas être adolescent en ce moment. Mais je suis comme, tu sais, d'arriver à 16 ans dans une chambre de hockey, les gars, les filles. Puis en plus, t'es encore dedans, là, fait que c'est encore extrêmement frais. Comment ça se passe? Ben, avec l'équipe provinciale, ça n'a pas été tant difficile. Le Ben, tu jouais-tu l'année passée? T'as joué un... J'ai joué un peu l'année passée. Ouais, c'est ça. Ben était là quand j'ai commencé à faire l'équipe. Pas retraité, toi? Ben, il est revenu. Il y en a qui vont dire, j'ai le dodo là, des retraités, mais là, c'est fini. Là, c'est retraité. Là. Il est pas revenu à date cette année. OK, c'est ça. Ça, c'est attends février, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que ça, au niveau provincial, le range d'âge est très grand large, parce que il y a des gars de 40 ans, puis je suis la plus jeune de 17, tu sais. Fait que puis l'autre gars, mettons l'autre plus jeune a 20 ans. Fait qu'il y a pas d'adolescents de mon âge, tu sais. Fait qu'ils sont tous plus vieux. Fait que j'ai jamais eu de problème au niveau d'équipe provinciale, je veux dire comme les gars, c'est quasiment mes pères puis mes grands frères, là, je veux dire il y a rien qui... Prenons une courte pause de l'épisode pour que je vous parle de notre cher commanditaire cette semaine et j'ai nommé WebSim Hockey, la meilleure plateforme d'hockey simulé qui soit et qui est un produit, sachez-le, 100% québécois. Wow! Absolument, les amis! Vous avez toujours rêvé d'être DG. Vous pouvez être le Marc Bergevin de votre propre vie. Fini de vivre dans l'envie, dans la jalousie. Et ça, sur WebSim Hockey, créez votre propre dynastie avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Vous pouvez faire une ligue avec vous-même vos amis, vos chums de gars,
chum de fille, invité qui voulait, le beau-père arrogant qui vous donne des coups de poing dessus de la table à Noël, c'est le temps! Web Sim Hockey, il y a même des ligues rétro avec des joueurs des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Et c'est la totale, la vraie expérience de GM, les trades, le repêchage d'expansion, tout y est, tu le fais comme tu veux selon tes critères. Appelle tes chums de gars, chums de filles et pars ta propre ligue sur websimhockey.com. C'est pas compliqué, c'est grisant, OK? websimhockey.com. Allez, de retour à l'épisode. Il y a quelque chose que tu trouves vraiment difficile aussi de jouer avec les gars au niveau sur la glace, parce qu'on s'entend, plus tu vieillis, plus physiquement un gars va être... Un gars de 15 ans, c'est une chose. Un gars de 30 ans, c'est une chose. Les épaules, le poids. De manière, tu te dis-tu, ouais, là, il va falloir qu'on ait notre portion féminine parce que là, physiologiquement parlant, à un moment donné, il y a une limite à ça? Non, moi, je pense que j'ai tout le temps aimé ce qui pourrait me faire peur. Parce que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, tu te fais plaquer par un gars de 30 ans, ouais. Il est gros, t'es petit. J'ai aimé ce qui me fait peur. Tantôt, t'as parlé de commotion continue, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais ma commotion, c'était dans une pratique que c'est arrivé. Fait que c'était juste vraiment... C'est Ben qui t'a lancé dans le casse. Non. Mais non, moi, ce que j'aime le plus du hockey, je pense que c'est les mises en échec plaquées. Puis, ouais? Ouais, c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est plus un challenge pour moi. Puis ça me permet de vraiment me dépasser, justement. Comparé aux filles, je suis dans le top au monde. Fait que, tu sais, c'est pas... j'ai pas mangé de fleurs, là. C'est pas ça mon point, mais je veux dire que... Objectivement parlant. Ouais, c'est ça. Que, tu sais, oui, j'ai du fun, mais que... Tu sais, j'en ai encore plus. Ça me challenge plus en tant qu'athlète de jouer avec les hommes qu'au niveau des femmes. Donc, c'est vraiment... C'est cool. Ça t'aide à t'améliorer. Ouais. Je pense pas que si j'arrête, c'est parce que les gars vont être rendus trop gros, là. Si je vais arrêter, c'est juste que je suis plus dans le top... Si ça marche plus, j'ai plus le talent pour le faire. Ou t'as un chum sur l'équipe olympique. Et là, c'est pas vrai, je deviens exactement comme les coachs et je commence à faire ça. Non. Je m'en vais. C'est ça. C'est des blagues. Ben, on t'a pas oublié. Depuis tantôt, il est là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'expérience. On parle beaucoup, il y a beaucoup de reportages pendant les Olympiques sur nos athlètes, puis après ça, bon, les Paralympiques sont encore ils sont quand même plus médiatisés qu'avant, mais encore un petit peu plus sous le radar, évidemment. Les gens regardent pas autant les Paralympiques. J'aimerais que tu me parles de l'expérience pour un athlète paralympique. Comment vous êtes reçu? C'est quoi tu sais, c'est quand même une expérience incroyable. Tu sais, en ce moment, les gens voient pas, t'as tout ton gear Team Canada. C'était allé à quand même 3 Olympiques. Fait que t'as quand même vécu aussi cette range-là, que les athlètes professionnels ont même... un athlète professionnel qui va à 3 Olympiques, c'est rare, là, dans le sens où on parle de presque... on parle de 12 ans là, de temps. Ma question est déjà trop longue. Les Olympiques, l'expérience paralympique, puis tu peux y aller dépendamment de tes premières, Turin, Italie, la Russie, c'est surtout différent, là, mais je te laisse. Ben, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs athlètes olympiques qui ont été à quelques reprises, puis les réactions, c'est très similaire, là. Tu sais, t'arrives là-bas, t'es traité comme des rois. T'es traité comme les athlètes olympiques. Ah, écoute, t'es traité comme des rois puis des reines. Il n'y a pas de différence entre ça et les autres. Là. Ben, en fait, je te dirais que je vais parler beaucoup de Sochi vu que c'est les derniers puis c'est sûr que j'ai plus de souvenirs. Mais à Sochi, ils ont eu un problème pendant les Paralympiques de bénévoles. Il y en avait trop. Il y avait trop de bénévoles pour les Paralympiques. Les gens étaient là pour les Olympiques et les gens ont voulu rester pour les Paralympiques parce que trop de bénévoles. Mais je vais donner un exemple. On avait un bénévole qui était là. Il y a un autobus qui se promène sur le village pour les athlètes. Ben chaque pays a leur autobus, mais il y a pas d'auto, il y a pas de tu sais, il y a pas de moto, il y a pas de civils qui se promènent en auto là-dessus. Donc en fait sur le village olympique, l'autobus qui est là, c'est l'autobus autorisé. Et il y a un bénévole, ils ont créé un poste pour un bénévole qui était de tasser 2 cônes pour laisser passer l'autobus et de remettre les 2 cônes quand l'autobus était passé. Donc, c'était ça sa job. Puis lui, je me souviens, écoute, il y a un monsieur qui était là, il travaillait de 6h le matin à 6h le soir. Il partait, puis il revenait le lendemain matin à 6h, puis il était là pendant toutes les journées des Paralympiques.
c'était ça sa job, beau temps, mauvais temps, il tassait 2 comptes qui avaient aucun rapport dans la vie, qu'il y ait des comptes ou qu'il n'y en ait pas, l'autobus aurait passé pareil. Fait que c'est comment valoriser le plus de gens possible. Ben, puis les gens, ils voulaient être là. Ben oui, ce qui est beau, là. Ce qui est très beau. Le pire, c'est que ce gars-là, il a vu 0 compétition, là. Il tassait des comptes tout le long, là. Fait que... il y en a vu des autobus, mon chum. Ouais, mais il y a eu des cadeaux aussi, là. Il y a eu plein d'affaires dans Hockey Canada, là, puis tout ça, parce qu'il était chaque côté de notre village, de notre portion de village. Mais, écoute, je te dirais qu'on est super bien traités. C'est les Olympiques, là. C'est des athlètes qui sont différents, là. C'est la seule différence. Et, tu sais, t'arrives là, moi je me souviens, là, écoute, quand on est arrivé à Turin en 2006, on est arrivé devant le village olympique, là, puis là je regardais le village, puis il y a un de mes chums, il était là, il dit, voyons, t'es-tu correct, là, t'as-tu un malaise, t'as-tu quelque chose, j'ai figé là, tu sais, j'avais de l'air comme si j'avais 3 ans, puis tu m'avais emmené au pôle Nord devant le village du Père Noël, là, tu sais, puis écoute, j'ai figé là, puis ça, un de mes chums, il disait, hey, ouais, viens-t'en, on va rentrer, tu sais, comme n'importe quel athlète, c'est un rêve que tu caresses depuis que t'es jeune, dans la majeure partie des cas, tu prends n'importe quel athlète olympique qui ont souvent commencé leur sport très jeune. Puis tu sais, comme je te disais tantôt, moi, en 86, quand le Canadien gagnait la Coupe, je voulais jouer pour le Canadien, je voulais gagner une Coupe Stanley, puis ben je voulais gagner une médaille d'or aux Olympiques, tu sais. Fait que t'arrives là, c'est vraiment un moment exceptionnel, un moment magique. Puis c'est ça, t'es traité aux petits oignons, t'as accès à tout ce que t'as de besoin. Puis oui, écoute, les Paralympiques, c'est moins connu que les Olympiques. Puis mais dans le traitement, tout ça, non, à l'intérieur du village olympique, là, t'as les mêmes services, puis les mêmes possibilités, si je peux dire, qu'aux Olympiques. Ils changent pas le village pour autant. C'est sûr qu'ils l'ajustent parce que bon, là, il adapte parce que t'as des athlètes en fauteuil roulant, donc c'est sûr que il y a plus de rampes, il y a plus de ci, plus de ça. Dans les stades, mais il y a peut-être un petit peu moins de sièges parce que ils doivent aménager des sections complètes pour les fauteuils roulants, puis c'est normal. C'est comme ça, c'est les athlètes qui sont là. Mais tu sais, sinon moi je dis, t'as les Olympiques. Tout ce qui va mal aux Olympiques est réparé, est arrangé, puis après ça, nous autres, on arrive. En fait, c'est les Olympiques, c'est le trial event, puis après ça, nous autres, on arrive avec tout ce qui est réparé, tout ce qui est bon. Fait que c'est quoi ton meilleur souvenir des 3 Olympiques que t'as vécu quand même? Ben, le numéro 1, c'est la médaille d'or à Turin. Je pense que je peux pas enlever ça de ma tête, surtout qu'on était loin d'être favoris cette année-là. De perdre en ronde préliminaire contre la Norvège, puis on n'a pas été dans le game pantoute. Ben, en fait, ils ont été trop forts pour nous autres, ce game-là. Et d'arriver en finale contre eux, puis de vraiment le jouer la meilleure game que l'équipe a joué de la saison. Puis de finir avec la médaille d'or autour du cou, ça, c'est vraiment le top, là. Étais-tu dans les filets, cette game-là? Non, j'étais pas dans le filet. C'était ma première année. Et puis, j'ai gaulé. Écoute, j'ai eu 2 périodes cette année-là, aux Paralympiques. Mais je n'étais même pas supposé garder les buts, là, cette année-là. C'était clair, là. C'était Paul Rosen qui gaulait. Puis, on a eu un match contre l'équipe italienne qui était tout nouvelle, qui venait d'être formée quelques semaines, quelques mois avant. Donc, je pense que mon coach savait que peu importe le nombre de lancers qu'il allait faire contre moi, si je laissais tout rentrer, on allait quand même compter plus de buts que les autres. Fait que j'ai eu la chance de garder Aviez-vous gagné cette game-là? on a gagné cette game-là. On a gagné 12-0. Fait que juste à montrer que c'était pas trop compliqué. T'aurais pu en laisser un, t'es non même pas cool. J'ai eu 3 lancers, là. Je voulais avoir une bonne moyenne, tu sais. Juste 3 lancers. Mais de dire que j'étais dans les filets aux Paralympiques, puis d'avoir mes parents qui étaient dans les estrades, puis tu sais, je me reportais à plusieurs années auparavant quand j'étais à l'hôpital, puis mes parents étaient assis à côté de moi, mais là, je sais que ma mère était dans les estrades, puis qu'elle pleurait parce que j'étais sur la glace, puis il y a 15 ans auparavant, ma mère était assise à côté de moi, puis elle pleurait parce que je venais de me faire couper une jambe, là. Non, c'est des moments comme ça qui sont vraiment intéressants. Vancouver, écoute, on a fini 4e, là, mais de dire que tu joues aux Paralympiques chez vous, dans ton pays, tu joues un match de hockey, t'es sur la glace, puis il y a 7000 places dans l'aréna, puis il y a 6999 personnes qui crient pour le Canada, puis il y en a juste un qui sait pas ce qu'il fait là. Fait que, mais de triper comme ça, d'avoir la foule derrière toi, c'est quelque chose que j'aurais pas la chance de vivre souvent dans ma vie. C'est-tu l'événement le plus crève-cœur que tu as vécu, la défaite à Vancouver? Ben, écoute, ça, c'est clair. Surtout en demi-finale, de dire qu'on arrive en demi-finale contre le Japon, qui est une équipe contre qui on n'a jamais perdu.
j'ai été déçu parce que c'est tout le temps moi qui affrontais le Japon comme gardien de but, vu que c'était une équipe B, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Fait que mon coach me faisait gauler tout le temps. Et puis, quand on est arrivé en demi-finale contre le Japon, il a décidé de faire garder les buts par l'autre gardien. Puis, j'ai plaidé ma cause. J'ai expliqué que moi, je les connaissais par cœur. Et puis, il est allé avec son, comme on dit, son gut feeling. Il dit, je vais mettre mon number one goalie. Puis, écoute, on ne sait pas qu'est-ce que ça serait passé si ça avait été moi qui avais gaulé, là, mais ça l'a fait en sorte qu'on n'a pas gagné la game. Puis là, je pense que l'équipe était juste trop démoralisée. Puis on est arrivé en finale contre la Norvège encore une fois. Puis, pour ça, c'est pour le bronze. Pour le bronze, puis on a perdu contre les Norvégiens. Écoute, encore une défaite crève-cœur. Là, je pense qu'ils ont compté, il restait 2,3 secondes à faire dans le game. Là, puis, pour qu'ils gagnent la médaille de bronze. Là, mais, fait que c'était pas notre année. Fait que ça, c'était vraiment décevant, mais quand même des souvenirs extraordinaires là, de dire que tu rentres dans un stade, quand t'es des cérémonies d'ouverture, tu rentres dans un stade, t'es le Canada, t'es les derniers qui rentrent, il y a 75-80 000 personnes dans un stade qui crient, là, que j'en parle, j'ai encore des frissons, là. Mais, puis après ça, de finir ça, se tuer avec une médaille de bronze autour du cou, là, ça... Des très beaux souvenirs. Très, 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 très beaux. Est-ce que ça te fait rêver, Raphaël? Ouais. J'ai hâte de vivre ça. D'aller aux Olympiques? Ouais. Est-ce que vous avez chaque sport a son ambassadeur, je veux dire, le hockey, Wayne Gretzky, Marie-Philippe Poulin, on dit que c'est la Crosby du hockey féminin. C'est qui le Gretzky du hockey luge? C'est qui? Est-ce qu'il y en a? Des stars? Il y en a. Mais savoir c'est qui... T'en donner un? Ouais, ça. Ou il y a quelqu'un qui a fait... Ouais, c'est ça qui a fait. Mais c'est ça qui a fait avancer le sport. C'est ça fait dire. Je te dirais un peu comme le hockey, il y a des époques. Là. Gretzky a eu son époque. En ce moment, on parle beaucoup de l'époque de Crosby, tout ça. Fait que si je te dirais, moi, mon époque, quand j'étais là, des joueurs comme Billy Bridges, Brad Bowden, Greg Westlake, c'était les gens qui ont pavé le chemin devant nous. Puis avant ça, t'as eu les Serge Lamoureux, les Pierre Pichette, les Danny Werner qui étaient là sur l'équipe nationale pendant plusieurs années. Là, je parle beaucoup du côté québécois. Mais tu sais, moi, je pourrais t'en nommer là, des joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer, qui ont été des mentors. Là, tu sais, les Todd Nicholson qui a été capitaine de l'équipe nationale quand on a gagné en 2006. Jean Labonté, Jean qui est un il va pas parler beaucoup, mais quand il te parle, t'écoutes. Fait que c'est des gars comme ça là, qui ont vraiment créé le sport de hockey luge. Hervé Lard, c'est quelqu'un qui a joué au hockey luge dans ces années-là, qui dit qu'il connaît pas Hervé Lard, c'est parce que tu jouais pas au hockey luge dans ce temps-là. Là. Puis là, je parle des joueurs canadiens, mais t'en as eu autant au niveau international là, dans les autres équipes. Fait que... C'est qui que tes idoles, toi, Raphaël? T'es là-dedans en ce moment, tu grandis là-dedans, tes idoles? Ben, j'en ai beaucoup. Je dirais, mes premiers ont été au hockey luge au Québec, en fait. J'avais Aurélien Buquette, qui joue encore avec moi sur l'équipe provinciale. Il a fait l'équipe de développement masculine. Il était au tryout pour le gros club, mais ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que Dom, Ben, quand j'ai commencé... C'était mes idoles, parce que je les connaissais pas en tant que personne. C'était pas... Star, elle nous connaît. Ouais, c'est ça, que j'étais un peu impressionnée. Déception. Non, mais ce que je veux dire que maintenant, c'est que j'ai moins comme des idoles, je vois plus comme des modèles, c'est plus, c'est des amis, c'est moins comme... Puis, mais au niveau d'équipe nationale, tu sais, j'en ai beaucoup, mais c'est un petit monde, comme on disait, le hockey luge. Donc, c'est pas comme les gars, mettons les petits pee-wee qui voient Snake Crosby, comme ils vont pas... Les chances qu'ils rencontrent dans leur vie sont vraiment minimes. Comparé aux gars de l'équipe nationale, tu sais, des gars comme McGregor, tu sais, ils sont vraiment bons. Le capitaine de l'équipe nationale, il est bon, mais j'ai peut-être des chances de le rencontrer, tu sais. Fait que oui, c'est un modèle, mais j'irais pas dire que c'est mon idole. Puis est-ce que tu regardes beaucoup le hockey Ligue nationale aussi? Ouais. Tu regardes ça aussi? J'essaie quand j'ai du temps. Ouais, c'est ça, mais, avec ton truc, avec ton horaire assez chargé. J'ai des mini-questions par rapport au... que je vais vous demander tantôt, par rapport... On a parlé d'équipement. Les curves de vos bâtons, est-ce que c'est comme des joueurs puis vous avez des curves différentes ou c'est standardisé? C'est toute la même affaire? De plus en plus, on va en avoir. L'année passée, il y a Bauer qui ont fait un One Piece qui a une curve vraiment plus prononcée. Mais c'est pas une curve comme au hockey debout, la palette, vraiment pas, parce que ça serait beaucoup trop curvé, on serait pas capable de patiner. Mais de plus en plus, on va avoir des curves qui... je pense que ça montre une évolution dans le sport dans les dernières années que, tu sais, on est parti de bâtons en bois,
puis ben simple. Puis là, de plus en plus, il y a Warrior qui est arrivé avec une palette un petit peu plus technologique, je peux dire ça comme ça. Ouais. Puis Moderne. Ouais, moderne. Puis là, Power, puis Warrior qui ont sorti des One Piece avec des curves vraiment plus spéciales. Puis c'est des choses qui nous permettent de perfectionner notre tir. Fait que c'est... C'est nice que t'aies ta curve. Ouais, peut-être un jour. Ce que France, que je disais tantôt, France Saint-Louis est venu au podcast récemment, puis là, le bâton que tu vois, Sherwood, c'est parce que France était la première femme à avoir sa curve. Okay, la première femme à avoir son nom de curve, F. Saint-Louis. Ce serait nice que tu serais la première femme en hockey, lui, qui a sa curve. Peut-être. Ah, tout zigné, c'est malade. Par rapport aussi au changement pour les joueurs, les patineurs, c'est pas comme au hockey régulier, vous pouvez pas sauter par-dessus la bande avec votre luge, ça n'a aucun sens. Comment ça fonctionne, la rotation des joueurs? Pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Ouais, il y a 2 options, en fait. Si on joue dans une aréna adaptée, les bandes vont être spéciales. Donc, probablement que de plus en plus, on voit ça au Québec puis partout au Canada, là. C'est des bandes qui vont avoir des vitres dans le milieu des bandes pour que nous, quand on est de l'autre côté, mais on voit. Ouais. Puis, pour qu'on embarque dessus, il n'y a pas le petit step. On le voit pas. Il y en a juste pas. Ouais. C'est à la hauteur de la glace. Puis, du coup, dans le banc, en fait, c'est comme un plexiglas qu'on a mis. Fait qu'il y a une fausse patinoire qu'on est capable de piquer dessus puis s'avancer. Fait que c'est ça, c'est comme ça marche. Puis on a un côté défense avant. Puis généralement, quand on va faire un changement, on va rentrer du banc des défenseurs si on est avant pour aller avant. Ouais. Puis les défenseurs vont entrer juste de leur banc, mais c'est ça. Puis c'est pas trop crowded, là, tu sais, pour glisser, ça se fait bien. Non, ça se fait bien. Généralement, quand c'est sec, ça va moins bien, mais quand tu mets de l'eau, après ça, ça glisse super puis bien. le banc, il est enlevé. Fait que exactement. Le banc, en fonction, pour le hockey conventionnel, il est enlevé. Fait que ça crée plus de place pour les joueurs. Fait que c'est quand même des bancs assez larges. Sinon, si l'aréna n'est pas encore adaptée, en fait, c'est qu'on va se mettre entre les 2 bleus. Chaque équipe va être séparée de la ligne rouge. Donc, tu vas avoir ton côté de la bleue à la rouge. Puis, on est juste en avant du banc, à côté le dos sur la bande. Puis on sort, puis on rentre. Comme du hockey de parc. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arénas adaptées au Québec ou en tout cas, est-ce que c'est plus dans la région de Montréal? Comment ça fonctionne? Oui, c'est plus dans la région de Montréal. Je dirais que je sais pas si c'est une nouvelle règle officielle ou si c'est non officielle, mais je dirais que dans les dernières années, lorsqu'il y avait un aréna qui était construite ou une patinoire qui était rénovée, je pense que maintenant ils ont comme pas le choix d'avoir moins de patinoires adaptées pour le hockey luge. Comme je disais, je sais pas si c'est une règle écrite ou non, ou si c'est juste le fait que le mot se passe puis qu'ils s'en parlent, mais tu sais, on va donner l'exemple à Boucherville, ils ont construit l'aréna, donc ils ont des glaces adaptées pour le hockey luge. L'aréna Howie Morenz à Montréal, qui est l'aréna qui est comme le hub du hockey luge au Québec, ça c'est tout adapté, là, pas juste la patinoire, les chambres des joueurs aussi, les douches, tout ça. Il y a même la place Belle qui nous avait appelé pour voir. Il disait adapté. Il y a une certaine adaptation, mais reste que la glace en tant que telle n'est pas adaptée. Mais il voulait quand même. Dans quel sens la glace est pas la glace où que le Rocket joue, mais la glace communautaire là, qu'il y a. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est une grosse amphithéâtre quand même qui, tu vois. Qui fait des pas. Comment on se rend en hockey luge, comment on se rend de la chambre à la glace? Ça dépend de l'handicap. C'est une question qui semble banale, mais sincère. C'est une bonne question. Comment on se rend? Moi, j'utilise des béquilles personnellement. Parce que je suis peut-être trop haut. Fait qu'en faudrait je peux pas la glisser. Juste la mettre comme ça. Je sais pas. Tout dépendamment de la distance entre la chambre puis la patinoire. Moi, dans mon cas, je vais probablement mettre ma prothèse par-dessus mon stock de hockey. C'est pas très très confortable, mais la distance est pas très loin. Mais si jamais j'ai pas très long à faire, ben moi je vais juste laisser ma prothèse dans la chambre de joueur, puis je vais faire le kangourou là jusque sur le bord de la bande. Donc moi, avant que je commence à me changer, je vais souvent aller porter ma luge sur le bord de la bande, sur le bord de la porte, mes bâtons, tout ça. Fait que ça fait moins de choses à amener. Puis un coup que je suis tout habillé, ben là, comme je disais, là, je fais le kangourou jusqu'à la porte, j'embarque dans ma luge, puis après ça, bon, on se laisse du mieux qu'on peut, tout dépendamment de l'aréna, mais on embarque sur la glace. Sinon, il y a aussi l'option, si je compare ça, mettons, l'aréna Howie Morenz à Montréal, où on est souvent,
l'endroit où il y a comme 2 portes de Zamboni qui ont été ajoutées. La Zamboni, elle passe pas là du tout, là, mais ils ont rajouté des portes pour nous permettre de s'installer sur nos luges. Fait que les filles, ils arrivent avec leurs chaises roulantes, ils s'installent dans leurs luges. Puis là, on a le coaching staff qui tasse les chaises roulantes des joueurs. Puis il y a un plexiglas aussi qui est installé là. Fait que là, un coup que la Zamboni est débarquée, il ouvre les portes. Puis là, on fait juste avancer comme Raph disait tantôt, là, avec le plexiglas par terre, là, puis on embarque sur la glace. Sinon, quand on joue un peu plus élite, généralement, il y a même des plexiglas qui vont se rendre jusqu'à la porte de la chambre. Puis t'embarques ta luge dans la chambre ou juste l'autre côté de la porte de la chambre. Puis tu peux patiner sur le plexiglas pour te rendre justement, mettons, aux portes des joueurs normales. Puis embarquer avec un petit step sur la glace direct. Okay. Ouais. On a beaucoup parlé de hockey. De hockey luge, évidemment, mais on n'a pas parlé beaucoup de vous, dans le sens de vous, oui, de votre histoire, mais de vos vies dans le sens, en dehors du hockey. Toi, Raphaël, t'es encore jeune, j'ose croire que t'es encore à l'école. Oui. T'es au cégep? Au cégep, oui. C'est à quoi ça ressemble ton horaire? L'entraînement hors glace, sur glace, concilié avec l'école, concilié avec faire des podcasts, non? Mais tout ça dans une semaine, à quoi ça ressemble une semaine typique dans ta vie? Ben moi, j'ai de l'école à tous les jours au cégep. Je suis en Orlette Communication. Je suis dans le programme sport-études, par chance. Donc, quand je pars pour un entraînement ou quoi que ce soit... c'est reconnu. Oui, c'est reconnu. Ouais. Puis quand j'ai des entraînements, justement, ben mon horaire est fait avec mes entraînements. Puis, c'est ça. Donc, j'ai de l'école à tous les jours. Je m'entraîne 2-3 fois semaine dans le gym à mon école, sur l'heure du dîner. Puis, je m'entraîne 3 fois sur glace, le mercredi, samedi, puis dimanche. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile, tout ça? Est-ce que tu trouves ça trop ou tu te dis, ah non, j'aime... Je trouvais ça plus difficile quand j'étais au secondaire, honnêtement. Parce que j'avais pas des trous. Ouais, je veux dire que c'est ça. Au cégep, tu vas dans tes cours, mais j'ai des trous une journée comme le mardi, je commence juste à 4 heures l'école pour un cours de 2 heures, tu sais, ouais. 4 à 6. Fait que toute la journée, ben, c'est ma journée que je vais tout aligner mes affaires pour la semaine. Puis c'est juste philo, fait que c'est pas non, mais non, c'est ça. Fait que je vais tout aligner mes affaires, faire mes devoirs, puis tu sais, fait que ça fonctionne vraiment bien, puis j'ai des trous, fait que je peux vraiment adapter mon horaire avec mes entraînements, puis... Est-ce que tu désires aller à l'université après? Ouais, je suis dans un prix universitaire, que j'ai comme pas le choix. T'es dans un quoi, t'as dit? Dans un prix universitaire. Dans un prix universitaire? Ouais, mais mon programme, c'est un prix universitaire. Ça veut dire quoi, ça? Mais en fait, c'est que ça me donne rien en tant que tel. Je peux pas pratiquer mon métier. OK. Fait qu'en la communication, je vois plein d'affaires, le journaliste, animation, puis tout ça. Fait que ça va de soi qu'il faut que tu fasses un bac, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis c'est quoi qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aimerais ça garder un travail qui touche encore au sport parce que je trouve que ce que j'ai vécu en tant qu'athlète pourrait me servir grandement dans mon métier. J'irais pas jusqu'à dire journaliste. Journaliste écrit, j'ai essayé à l'école puis je trippe moins. Mais peut-être plus discuter pendant un match ou peut-être une job d'animatrice dans un talk show de sport, ça serait le fun. Sinon, peut-être dans l'événementiel. Je me donne mes 2 ans de cégep pour vraiment toucher le plus de choses possible puis prendre ma décision après. C'est pas mal ça, le concept du cégep, faire le plus plus d'erreurs possible pour après savoir. Tu parlais de relier ton hockey et ta job. Ben, je pense que le hockey a tranquillement mené à ta job, de ce qu'on parlait juste avant de commencer. Oui, ben moi, écoute, dans mes dernières années avec l'équipe nationale, j'ai été engagé avec un programme de la Banque Royale qui était le programme Athlète olympique RBC. Et puis, donc, ça, c'est un programme qui engage des athlètes olympiques paralympiques pour donner des ambassadeurs. Puis j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans et demi. Et c'est le département de communication marketing au Québec, à Montréal, qui gère ce programme-là pour les athlètes québécois. Puis quand j'ai pris ma retraite sportive en 2014, il y a le vice-président de ce département-là qui dit, écoute, j'aurais besoin d'un petit coup de main pendant une couple de mois pour aider à la transition, là, congé de maternité, retraite et tout ça. Donc j'étais déjà avec eux depuis 3 ans et demi. Donc j'ai continué à temps plein pendant quelques mois. Et puis après quelques mois, le VP nous voit et dit, ben écoute, je m'excuse, mais tu t'en vas pas, tu quittes pas, tu restes avec nous. On a besoin de toi. Fait que j'ai eu la chance de non seulement d'avoir un emploi qui était adapté à mon horaire de hockey pendant 3 ans et demi quand je jouais au hockey, mais que j'ai eu la chance d'avoir un job à temps plein là tout de suite en sortant du sport. Donc ça a été vraiment
un gros plus parce que c'est un gros c'est un enjeu pour plusieurs athlètes. Heureusement, j'en entends parler de plus en plus, donc il essaie de préparer les athlètes de plus en plus tôt à leur après-carrière sportive. Mais moi, j'ai vraiment, écoute, je vais toucher du bois, là, ça a été vraiment une très belle chance que j'ai eue là, de ce côté-là. Donc, la transition carrière sportive à carrière professionnelle a été très simple pour moi, heureusement. Ouais. Là. C'est quoi pour vous, selon vous, les défis du quotidien reliés à votre... je sais pas si on appelle ça un handicap, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des défis dans le quotidien que vous dites, c'est quelque chose que les gens ne sauraient pas, des choses avec lesquelles on deal? C'est quoi vos défis au quotidien? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que... parce que je veux pas vous mettre des réponses dans la bouche. Vous avez l'air de deux personnes qui vivaient leur vie à 100%. Ouais, mais je pense que... on est ou est-ce qu'il y en avait au pas, début que tu as oublié maintenant, mais parce que tu t'es habitué, mais tu t'es dit, OK, il fallu que j'adapte ça ou ça? Ou... Ben, c'est sûr que moi, mettons, au cégep, les marches, 3 étages, je suis capable. Mais on se tanne vite, c'est ça, je me tanne. Fait que, mettons, je prends l'ascenseur. Mais c'est pas des... Je pense pas quelque chose qui fait qu'il a vraiment changé ma vie de dire comme, hey, ça, je suis pas capable de le faire. Ouais. Ouais, il y a des à choses part que pas la tu dis, je peux ronde. pas faire. Ça, c'est une forme de bénédiction, d'une certaine manière. Ah, dans le sens que la ronde, c'est-à-dire l'odeur de pizza, des gens qui te crient après pour que tu ailles taper des toutous, moyen, mais... Ouais, mais... non, mais... La maison hantée. Non, il y a pas... En fait, c'est les limitations, c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est nous autres qui les mettent. Ouais, on se met nos propres limites, puis c'est niaiseux à dire, mais souvent, nos limites à nous autres vont être plus loin que les limites de plusieurs personnes qui ont leurs deux jambes. Là. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà surpris à te mettre des limites puis à faire comment c'est que j'ai pensé ça? Est-ce que tu t'es déjà surpris à te mettre une limite puis après ça la déconstruire, dire non, c'est pas vrai, je peux? Moi, je pense que oui. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de... Moi, c'est plus au niveau de... Genre de l'amour, là, les relations. Ouais. Mais c'est pas comme... Tu sais, oui, j'y pense. Mais c'est pas ça, c'est un sujet quand même un peu deep, là. Je sais pas ça, tu l'as vécu, mais comme... Je trouve que surtout... Les gens, ben... Je prenais les hommes. Parce que nous, les femmes, on est comme un peu plus ouverts d'esprit. Mais les hommes, surtout, ont plus un blocage, un petit peu, sont moins à l'aise. C'est plus le physique qui compte, comme mon âge. Puis fait que ça, c'est plus des barrières que je me mets. Puis de dire comme, ah ouais, mais tu sais, il va peut-être préférer qu'il y ait une fille qui a pas d'handicap, puis qui est corps parfait à moi, tu sais. Fait que c'est peut-être des choses comme ça, mais pas des affaires dans mon quotidien comme monter une marche, me rendre à la cause. Il y a rien de... Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant que tu parles de ça parce que justement, dans les rapports sociaux, dans les relations, puis surtout justement à l'adolescence, cégep, université, comment ça se passe? Comment tu trouves que les gars réagissent? Puis par rapport, comment toi aussi, justement, si tu penses que tu viens de dire, là, comme quoi ça te complexe, mais tu y penses, est-ce que c'est parce que justement, la manière que les gens réagissent, tu le vois qu'ils sont pas à l'aise? Ou, mais c'est parce que je pense que les gars qui disent, mettons, j'ai fréquenté une couple de gars, puis ils disent ah ouais, je comprends, ça change rien, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui perturbe encore, puis qui le préoccupe, mais c'est normal, tu sais. T'as jamais dealé avec quelqu'un qui a un handicap, ou tu sais, ça peut être une sorte d'un peu de malaise, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent jamais en général ce que ça peut impliquer comme réalité. Fait que je pense plus que c'est ça, parce qu'au niveau de faire des amis, quand ça dérange pas, parce qu'un ami, c'est un ami, tu sais, c'est pas... Mais t'afficher en couple avec une personne qui a une différence physique, dans la société qu'on vit en ce moment, qui est vraiment axée beaucoup sur le physique, justement, qu'on voit sur Instagram et tout, ben il y a beaucoup de gars que ça va les bloquer. Puis ils vont essayer, puis à un moment donné, il y a rien. Ils vont dire, ah, peut-être que ça va changer dans ma tête, mais ça... Ça, tu l'as vécu? Ouais, une couple de fois, je pense. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais tu sais, je suis pas dans la tête d'un gars, j'essaie de comprendre. Tu sais, je trouve que c'est un peu touché parce que je veux pas m'avancer sur des choses que peut-être que c'est pas tout ça. Ouais. Mais de ce que j'ai vécu, ça pourrait cliquer en tant que personne, tu sais, comme... Mais ça ira pas plus loin parce que il y a un malaise qui s'installe, tu sais. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens qui datent quelqu'un qui a un handicap sachent, tu sais? Ben que oui, je suis différente, mais que on est tous différents. Puis que peut-être que moi, ça paraît, ma différence paraît, mais toi, une différence, Ben a une différence. On a toute une différence, puis que même si moi, je l'expose, ben je l'utilise tout le temps en positif.
Fait qu'il faudrait juste qu'il fasse la même chose, tu sais. De pas le voir le négatif comme, hey, mon Dieu, il manque une jambe. Qu'est-ce que mon chum de hockey va penser que je sorte avec une fille qui manque une jambe, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus de voir le positif d'une personne, tu sais, qui joue au hockey. Tu joues au hockey, point commun, tu sais. Tu vois ce que ça m'a apporté mon natation, c'est ça, tu sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça, je me dis de comme, arrêter de tout le temps, tu sais, on est tout le temps, on dit, on accepte la différence, on est pour ça, mais on l'est pas complètement, là. Tu sais, on en soucie tout le temps. Fait que c'est vraiment de... Parce que c'est pas... Je pense pas que c'est mental, qu'est-ce qui pourrait tout se faire après, comme comment ça fonctionne dans ta vie, tu sais. C'est vraiment l'apparence. Ouais. Est-ce que t'es déçu de ça? Tu te dis-tu comment, semble que... Mais en même temps, t'es encore jeune. Mais... Est-ce que ça t'enlève un peu espoir? Des fois, tu te dis, ben là, moi, je veux un chum, puis là, les gars sont un peu... Ouais, puis je suis sûre que ça, c'était un peu pas parce qu'on dirait que ça me limite un peu à trouver quelqu'un, comme d'avoir un chum qui doit avoir un handicap lui aussi, tu sais. Toi, tu penses que ça... Ben, il y a des moments que oui, c'est comme ça. Surtout quand ça vient d'arriver, mettons, avec un gars, ça fail, puis comme... C'est là que j'ai une remise en question, puis que je me dis, tabarouette, je vais-tu être... Tu sais, il y a des handicapés qui sont super beaux, c'est pas ça que je dis, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est plate de me dire qu'il va peut-être falloir que je me restreigne à ça, que je pourrais pas, comme... Ouais. Mon cercle sera pas aussi... tu sais, élargi que quelqu'un qui a pas de différence. Ouais. Toi, Ben, comment tu l'as vécu? Parce que t'es en couple, je pense, avec la même fille depuis... Oui, ben écoute, moi j'ai été vraiment chanceux là-dessus parce que quand j'ai rencontré, premièrement quand j'ai rencontré ma conjointe, j'étais déjà amputé. Puis c'est sûr que l'âge a aidé beaucoup parce que quand j'ai rencontré Véro, j'étais déjà dans la vingtaine. Écoute, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, là, donc elle a appris à me connaître à travers les années. Mais moi, j'étais chanceux parce que ma conjointe, elle a comme vu le positif de tout ça. Puis, tu sais, on fait des jokes tout le temps, mais c'est juste de dire, ben c'est normal qu'elle sorte avec moi parce qu'on se parque proche quand on va magasiner au centre d'achat ou il y a plus de place dans le lit quand on se couche. Ben il y a pas une jambe droite qui l'énerve quand on est couché. Mais tu sais, c'est elle qui a fait ces jokes-là. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun parce que... C'est toi qui pleures, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est de voir le fait que pour elle... que j'aie deux jambes, que j'en ai une, ça a rien changé dans sa vie. Ouais. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était bizarre d'être avec un gars qui a eu un cancer, surtout que sa mère à Véro est décédée du cancer, mais tu sais, de dire, ben là, je sors avec un gars qui manque une jambe, ça va-tu être difficile, ça va-tu être différent? Puis elle me l'a dit, écoute, les premières semaines, elle dit, j'étais pas trop sûr, mais elle dit, un moment donné, elle dit, ça change absolument rien. Je suis aussi moron que n'importe quel gars qu'elle va croiser ou je suis aussi présent pour elle. Fait que tu sais, j'ai vraiment, écoute, je suis chanceux d'être tombé sur elle, là, mais les gens m'ont dit que j'étais un peu têteux, mais t'as raison de dire. Ouais, mais non, mais c'est ça. Fait que je suis bien content d'être avec quelqu'un comme Véro, puis de voir à quel point ben deux jambes, une jambe, on s'en fout, puis tu sais, je pense que même pour Véro, on a adopté Sydney en 2010, notre fille qui est vietnamienne. Non, pas Sidney Crosby pour les gens. Non, mais elle s'appelle Sydney à cause de Sidney Crosby. Mais elle va avoir quel âge? Sid va avoir 11 ans là, en février prochain. Puis moi, je la regarde aller, je me dis, écoute, elle est tellement des longueurs d'avance sur d'autres personnes parce que à côtoie des personnes handicapées depuis qu'elle est avec nous, depuis le jour 1, là, tu sais, moi, c'était stressant, là, de savoir comment c'était plus ma fille qui me stressait à savoir comment qu'elle va réagir. Tu sais, elle est arrivée avec nous, elle avait 2 ans. Puis écoute, elle parlait pas français, rien de ça, là, mais, tu sais, après 3 jours, elle voyait qu'à chaque matin, quand je me levais, je prenais ma jambe, puis je mettais ma jambe. Ben, jour 4, elle est arrivée, elle s'est levée, puis elle prenait ma jambe, puis elle me l'emmenait, tu sais. Fait que je me suis dit, écoute, elle a des longueurs d'avance sur d'autres mondes que, pour elle, peu importe ton handicap, peu importe ton sexe, peu importe ta religion, moi je le dis, là, elle est comme des mille et des mille en avant des autres. Fait que... Juste mettre pause pour essuyer nos larmes ensemble. mais c'est ça, c'est pas évident. Puis il y en a beaucoup qui nous regardent croche. J'étais allé voir le match de football du fils d'un couple d'amis en fin de semaine passée, puis tu arrives au match de football, puis tu te stationnes dans la place pour handicapés, puis tu sais, on est jeune. Je me considère quand même encore jeune à 40 ans, là. Mais tu sais, on est jeune, puis là, les gens nous regardent, puis hey, qu'est-ce que tu fais parquer là? Puis
T'as pas de l'air handicapé. T'as pas de l'air handicapé. Surtout quand t'es en plein milieu. Tu sais, en automne, on est en pantalon, ça paraît pas trop. Moi, tu vois, c'est plus ça qui me dérange. Pas le fait de, je vais être capable d'être avec quelqu'un. C'est plus le regard des autres qui comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Mais là, dans ce temps-là, je débarre mon genou, je sors de l'auto, je revire mon pied à l'envers. Les gens, ils comprennent pourquoi je suis là. Puis après ça, ils se revirent de bord. Ça, c'est un move typiquement Ben, là. Ça, c'est quelque chose qui peut décrire Ben, de caractériser, c'est son genou qui tourne. J'adore cette option-là. Petit côté burlesque, là, un peu. Là. Un petit côté bizarre. Jambes de pirate. Oui, jambes de pirate, ça, je l'ai déjà fait aussi. Mais bon, tu sais, c'est l'avantage. C'est des costumes de Halloween qu'on peut faire que personne d'autre peut faire. À l'année. Ouais. Un point que tu as apporté qui était vraiment intéressant, Raphaël, quand tu parlais de l'image, surtout, je pense, sans tomber dans le cliché, mais à l'ère des médias sociaux, ça reste que le média social le plus prisé en ce moment, en tout cas, le numéro 1, c'est Instagram, en ce moment, surtout pour les gens de ta génération, qui ont... T'as probablement pas Facebook. Oui, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Bon, bravo quand même. Dans le sens que Facebook est rendu beaucoup plus ma tante, c'est déjà plus personnel, plus âgé. Puis Instagram, c'est des photos constamment. Puis je trouvais ça cool parce que toi, tu m'as contacté par Instagram. Ouais. Puis là, quand je connaissais pas, donc je suis allé voir ton compte. Je trouve ça cool que tu poses des photos aussi où t'as pas peur de montrer ta jambe ou d'être, je sais pas, c'est des photos probablement, je pense, en maillot de bain ou des trucs. En tout cas, bref, tu te gênes pas pour montrer. Je trouve que c'est quand même vraiment cool. Est-ce que c'est un effort conscient que tu as fait de dire, hey, moi, je veux, tu sais, une forme de statement de dire, moi, je veux montrer une photo de comment je suis vraiment, t'sais. Ben, je l'ai pas fait dans un but de devenir influenceuse, là, tu sais, de dire comme, OK, moi, je veux des Vous cherchez une genre, tu commences à faire des pubs, genre, voyons. Non, la première fois que je l'ai faite, c'est l'été passé. Moi, plus jeune, j'avais des problèmes de confiance en moi, beaucoup. Puis, surprise, comme j'ai été surprise, mais après mon amputation, on dirait que je me suis plus acceptée en tant que personne. Puis, j'ai apprécié ma différence, mes cicatrices, puis tout ça. Puis, l'année passée, ça a été comme l'étape, je pourrais dire, j'ai clos le chapitre depuis j'ai plus confiance en moi en postant une photo de moi en maillot de bain. Je le faisais pas pour les autres, je le faisais vraiment pour moi. De me dire, en postant cette photo-là, j'étais en paix avec moi-même. Puis je l'ai juste écrit un texte, j'ai expliqué c'était quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça représentait pour moi, de A à Z. Puis j'ai juste partagé cette photo-là. Puis pour moi, c'était juste normal, tu sais, je veux dire, je suis comme ça. Pourquoi que je me bloquerais de me poster des photos en maillot de bain comme tout le monde sur Instagram parce qu'il manque une jambe ou quoi que ce soit. Ouais. Puis si maintenant je vais quelque part, j'ai pas ma prothèse puis que je prends une belle photo, mais regarde, je la trouve belle la photo, on m'a publié pareil, là. Ouais. Tu sais, il y a pas de... Mais je la fais pas pour faire comme, les gens, je vais avoir beaucoup de likes, là, il manque une jambe, on voit pas ça souvent. Fait que, c'est vraiment pas ça dans... Est-ce que tu as eu des réactions par rapport à cette photo-là? Oui, beaucoup. Énormément. Les gens étaient fiers de moi. Ça a une surprise. Je suis devenue... beaucoup de gens qui revenaient, c'est que j'étais inspirante. Ça me dérange pas d'être inspirante parce que je trouve que si je peux partager mon histoire puis en aider d'autres à s'accepter puis à être eux-mêmes, ben tant mieux. Mais la première personne pour qui j'avais fait, c'est pour moi. Puis comme de moi bien me sentir dans ça puis... De juste vivre ma vie. Puis... Les gens ont-ils réagi sur les médias, sur Instagram, ou ils t'ont dit en personne? Je te dirais que c'est pas mal moitié-moitié. Les gens m'en reparlent. Parce que des fois, il y a une différence entre ce que les gens écrivent sur ce qu'ils diraient dans la vie. Ouais, non, il y a des gens qui m'en ont parlé en vrai. Hey, j'ai vu ta photo, j'ai vu que t'as écrit chapeau. Non, c'était vraiment... je pense que c'était vraiment ressenti par les gens. Ce qu'ils ont écrit, c'était pas juste comme je vais approuver. Puis non, c'était... Ouais. J'aime ça comme... je trouve que on dirait que ça rappe bien notre entretien. Pour finir, la seule affaire, la dernière truc que je voulais vous demander avant de vous laisser aller, c'est pour s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui peut-être sont en train de vivre ce que vous avez vécu, que ce soit une amputation ou peu importe, et qui font face à ce défi-là, puis vous voudriez peut-être essayer le hockey luge. Comment on commence le hockey luge? Je dirais que c'est à Montréal, à part Hockey Montréal. Quelqu'un avec moi se met. Ah! Ouais! Mais oui, continue, excuse. Je peux pas voir, je t'ai interrompu pour crier Bécomo. Continue.
Mais ouais, c'est à Montréal parce que c'est là que tout se passe. Oui, il y en a dans les régions, mais on va plus aller vers Montréal. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, par Hockey Montréal. On a un site internet aussi, par Hockey Montréal. Parce que oui, on a dit beaucoup Hockey Luge, là, mais le nouveau terme... Ouais, par Hockey. Mais moi, j'aime pas. Honnêtement, j'apprécie moins bien ce terme-là. Dans l'explication. Est-ce que c'est le mot para qui Ouais, gosse? moi, c'est ça qui me... Ben, en fait, c'est tout ce qu'ils ont fait, là, pour faire une histoire courte, c'est qu'ils ont pris les sports et ils ont acheté le mot para devant. Ouais. Donc, para hockey sur glace, para natation, para... Donc, c'est pour, je pense que c'est pour créer quelque chose. La brand paralympique. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, OK. Mais donc, c'est para hockey. Cool. Ouais. Donc, tu disais pour communiquer par les médias sociaux, ou? Ouais, médias sociaux, sinon le site internet parhockey.ca, je pense, c'est soit .ca.com. Vous écrivez, me contactez, il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez même me contacter moi. Peut-être Ben aussi si... Ça va vous redire. Ben, il est comme non, impliquez-moi pas là-dedans. Ben, OK, contactez-moi. Puis, on fait des essais régulièrement à chaque mois. Puis pour l'équipement, est-ce que c'est... Comment on fournit tout. Wow. Ouais, on a... La luge, les bâtons, tout équipement de hockey, de A à Z. Puis, il y a même... Excuse-moi, vas-y. Il y a même moyen de faire un prêt pour une année d'une luge, d'un équipement. Fait que ça n'engage à rien au début. Puis après ça, ben, si t'aimes ça... Je ris parce que c'est plus accessible que le hockey traditionnel. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas jouer au hockey parce que c'est trop cher. Non, viens, on vous fournit la jus. Puis on a, depuis l'année passée, on a le programme First Shift qui a au hockey debout, qui est présent à Montréal. Fait qu'il y a des jeunes de 0 à 18 ans, mettons 5 à 18 ans, qui peuvent venir essayer. Ça coûte 200 $, je pense. Puis t'as l'équipement donné par Bauer, t'as la luge, t'as une coupe de temps de glace. Puis fait que c'est vraiment intéressant. Merci vraiment d'avoir été là, Benoît. Merci de nous faire un tour. Bravo pour les médailles olympiques. Merci de l'invitation. Benoît, le passé. Je me tourne vers le futur. Oui, Raphaël, le présent et le futur. Mais bonne chance dans tout ça. On te suit. On suit évidemment l'évolution du hockey sur le luge féminin. On rêve d'une équipe canadienne. Ouais. Et on te suit là-dedans, Raphaël Tousignan, que vous pouvez suivre aussi sur Instagram et autres. C'est tout. C'est même, ça finit. Okay, merci. Non, merci. C'était Raphaël Tousignan et Benoît Saint-Amand. Un merci tout particulier à eux qui se sont déplacés un dimanche de faire le podcast. Ça me touche sincèrement. Merci à vous d'être à l'écoute. Je vous rappelle, venez vous joindre à l'équipe Dread sur le Tape sur Patreon, patreon.com/Dread sur le Tape. Vous pouvez faire la différence dans la vie de ce podcast. Allez, passez une superbe semaine, les copains. Allez! Ouais, c'est cool.